bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, j'espère que vous allez bien. Michael le Lotus avec vous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Bien sûr, pour cette émission, je suis avec Caroline, comme d'habitude. Bonsoir Michael. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait plaisir de t'entendre. Ah bah, je suis là tous les jours, toujours là, tous les soirs. Tous les jours, c'est bien, Eh fidèle oui. au poste, ça fait plaisir. Voilà. Alors les amis, je voulais vous dire que vous pouvez bien sûr retrouver tous nos podcasts comme d'habitude sur toutes les plateformes Spotify, Deezer et autres. Vous tapez la radio du Lotus, Regard ésotérique et vous allez trouver toutes nos émissions. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les nouvelles de la radio sur la page Facebook La Radio du Lotus. Et puis vous connectez bien sûr pour l'émission de ce soir sur le chat qui est donc Caro. tlk.io/radio du Lotus, tout attaché. Mais il y a déjà du monde, voilà. Eh ben, c'est parfait. Et puis vous pouvez nous envoyer bien sûr des mails. Surtout n'hésitez pas aussi si vous avez envie. Donc contact@laradiodulotus.fr. Et Ou voilà. sur l'application, par téléphone, si vous avez envie. Il y a le petit onglet contact tout en bas. Et puis voilà, vous atterrissez bien sûr sur la radio du Lotus. Et ce soir, je suis vraiment super content. Je suis ravi d'inviter Ludovic Richet. Bonsoir Ludo, comment ça va? Bonsoir Michael, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors Moi, je vais Ludovic très bien. qui a créé la chaîne, bien sûr, Arcana, les mystères du monde, la chaîne YouTube. Ça fait un bout de temps qu'elle existe, ta chaîne, Ludo. Ça fait combien de temps maintenant? Écoute, Michael, ça fait 7 ans. On vient de fêter l'anniversaire des 7 ans il n'y a pas très oui. longtemps. J'avais commencé en avril 2016, tu vois. Donc oui, ça commence à faire D'accord. quelques années Ça pour fait le un coup. bout de temps. Il y a plein de vidéos, il y a beaucoup d'informations à découvrir. Et ça, moi j'adore, c'est vraiment bien. Et voilà, je voulais t'inviter parce qu'on avait déjà fait une émission tous les deux sur Witches il y a quelques temps, Witches Radio. Ça fait bien plaisir de te retrouver. Je me suis dit, tiens, on va inviter Ludovic. Et puis finalement, ça se fait. Voilà, on est là, c'est génial. Voilà. Bah oui, ça fait quelques années, mais bon, c'est vrai qu'on en avait parlé Oui. à l'époque. Et bon, voilà, le chemin faisant, nous y Voilà. sommes arrivés, c'est ce soir. En tout C'est cas, ça ça. fait très plaisir, très plaisir d'être avec vous deux ce soir. Et puis, un grand bonjour aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. C'est merci. réciproque. Voilà. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler ce soir? On va parler d'un thème qui est pas évident à aborder. Il est très, très intéressant, ce thème, et beaucoup de gens nous ont demandé justement d'en parler. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de manières différentes de l'aborder que c'est peut-être pas simple. Mais alors, c'est un thème que tu connais sur le bout des doigts, puisque c'est l'Atlantide. Là, le mythe de l'Atlantide. D'ailleurs, tu en avais fait un bouquin sur ton premier livre, c'est ça, hein? Tu en avais parlé de l'Atlantide. Oui, l'Atlantide Entre est, autres, on oui. va dire, le sujet central de mon premier bouquin. Voilà, Ce n'est pas un livre qui est dédié que à l'Atlantide, bien évidemment, mais qui a pour but, en fait, en étudiant les civilisations de l'Antiquité et de la protohistoire, de dresser tout le cadre qui va nous intéresser pour la recherche de l'Atlantide. Donc, même si le premier bouquin ne traite pas à proprement parler de l'Atlantide, il y a un tiers du bouquin qui lui est consacré quand même. C'est quand même Oui, c'est ça. assez conséquent. Mais je propose ma théorie, mes recherches et mes réflexions sur le sujet. Mais l'idée, c'est que ce livre avait pour but vraiment de dresser le cadre. Parce que le gros Oui. problème quand on étudie l'Atlantide, c'est qu'on le décontextualise. On est toujours en train de le sortir en permanence de son cadre. Or, son cadre, c'est quoi? C'est basé sur des sources, des textes qui datent de l'Antiquité et de l'Antiquité grecque, plus précisément. Et à chaque fois, on va piocher un peu partout dans le monde. Et pourquoi pas? Ça, ce sera dans une deuxième phase. Mais au départ du sujet, je pense qu'il faut toujours revenir aux sources et au contexte. Et c'est ce que j'ai tenté de faire dans mon bouquin, en l'occurrence. Oui. Alors, il y a une Mais question alors, sur comment le est-ce- chat. Vas-y, Vas-y. Caro. Déjà, moi- excuse-moi, sur le chat, Voilà. alors on est combien? Il y a qui est sur le Donc, chat il y a Christophe, il y a Opakiona, Iliana, Kadrik et Ludovic, et moi. Voilà, pour l'instant. Coucou les amis. Alors oui, Caro. Voilà. tu disais. Donc, il y a Christophe qui demande « Bonsoir Ludovic, j'ai une question. Cette légende est-elle vraiment née de l'imagination de Platon ?» Alors, je Bon, vois que justement. Christophe attaque déjà dans Déjà. le lourd, si je puis dire. Direct, Mais Christophe. en fait, c'est parfait parce qu'il va permettre d'ouvrir le sujet, Oui. d'entrer au vif, si je puis dire. Le premier D'accord. problème avec l'Atlantide, c'est qu'on ne peut pas donner une réponse simple. Je suis désolé, Christophe, mais je ne suis pas capable de te dire oui, l'Atlantide existe ou non, l'Atlantide n'existe pas. Répondre comme ça, c'est par nature péremptoire et c'est fermer tout un tas de portes. La première question qu'on doit se poser, c'est l'Atlantide, c'est un mot,
qui vient de la tête de Platon. Ce mot, il est inventé par Platon. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'occurrence de ce mot plus ancienne. On trouve d'autres occurrences comme les Atlantes ou l'Atlantique, mais pas l'Atlantide. Donc, on peut étudier chacun de ces termes. Mais si on prend l'Atlantide en tant que tel, c'est un mot qui est écrit par Platon dans le Timée et dans le Critias. Lui-même, il dit en racontant sa légende, enfin en faisant son récit, que ce mythe qu'il raconte, ce n'est pas son véritable nom, l'Atlantide. C'est ce qu'il dit dans son texte, je ne fais que le citer. Donc, du coup, ce terme lui-même d'Atlantide, c'est une invention de Platon. Ce qu'il recouvre, c'est donc quelque chose qui est basé sur une légende mise en forme dans un but par Platon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui va être intéressant de s'attarder, c'est dans quel contexte Platon écrit cette histoire. Puisque, évidemment, si un auteur avait écrit la légende de l'Atlantide en 3000 ans avant notre ère, ou si un auteur l'avait écrit en 1500 au moment de la Renaissance italienne à Florence, c'est pas du tout le même contexte. Donc la question qui va nous intéresser, c'est Platon écrit ce mythe, mais par rapport à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que connaît Platon? Quelles sont ses connaissances géographiques? Quelles sont ses connaissances historiques de son temps? Mais surtout, encore plus, quel est son objectif? Pourquoi écrit-il le Timée et le Critias? Quel est son objectif? Quel est le public qu'il vise? Quel est le sens qu'il veut donner à cette histoire? Quelle est la critique qu'il veut faire possiblement? Voilà, en gros, quelles sont ses raisons? Donc, évidemment, on peut hypothétiser tout un tas de choses sur les connaissances de Platon. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais on peut aussi considérer que par rapport à l'époque où vivait Platon, il y a d'autres auteurs, des historiens, des poètes, des philosophes et tout un tas d'autres choses. Et donc, ces contemporains de Platon, la plupart d'entre eux, Platon les connaît et a lu leurs œuvres. Donc, par exemple, Platon connaît parfaitement l'œuvre d'Hécate et de Milée, de Hérodote, et par exemple aussi de Thucydide. Ça, c'est des éléments qu'on peut considérer comme acquis pour Platon. En revanche, tout le reste est hypothétique. Par exemple, on sait que Platon connaît l'existence des Celtes. En revanche, on ne sait pas si Platon connaît l'existence des États-Unis d'Amérique. Bien sûr, c'est un anachronisme que ce que je dis. Mais en gros, on ne sait pas s'il connaît le continent américain. De la même façon, on sait que Platon connaît l'Inde. On sait qu'il y a un peuple qui vit là-bas, qui vénère certains dieux, etc. Mais on ne peut pas savoir à ce stade si Platon a connaissance de l'existence du Japon, par exemple. Ça, on est dans l'inconnu. Donc, le bilan des connaissances. Ensuite, l'autre point, c'est donc l'objectif. À qui s'adresse ce texte? Eh bien, c'est très simple. Platon écrit pour ses contemporains, pour des Grecs plutôt lettrés, c'est-à-dire de l'aristocratie grecque, si vous voulez employer ce terme, donc des gens plutôt instruits, des gens qui sont dans les sphères politiques, dans les sphères de pouvoir, des philosophes, des savants pour l'époque, des poètes, etc. Il propose ce récit pour des gens instruits, pas pour tout le monde. Ce n'est pas son objectif. Mais il y a aussi dans ce texte, au-delà du récit de l'Atlantide, il y a une critique politique et une allégorie. Cette critique, c'est qu'en fait, il fait une comparaison entre ce qui s'est passé dans un temps hypothétique avec l'Atlantide et Athènes, et de l'autre côté, en fait, il se sert de ça pour faire une critique de la société athénienne de son temps, pour dire, regardez comme c'était bien avant, il faut revenir à cet état. Sous-entendu, il faut revenir à un modèle plus vertueux, démocratique et tout ce qu'on veut. En fait, c'est un procédé littéraire. Ce n'est pas qu'il cherche à se prémunir des autorités. Ah d'accord, c'est un procédé. Tout le monde a conscience que Platon critique la société athénienne. Bah oui, justement. Ses contemporains ne sont absolument pas dupes de cette affaire. D'ailleurs, il passera même quelques temps en prison en Sicile, etc. Il y a plusieurs anecdotes sur cette histoire. Mais il n'est pas du tout, il cherche pas du tout à se faire discret. Bien au contraire, il se sert simplement d'un procédé littéraire pour faire une critique de la politique de son temps, tout en se référant à un passé glorieux ou mythique, pour exposer sa critique et exposer ce retour à l'âge d'or. Voilà, encore une fois, on est dans le procédé littéraire. Donc, la base de l'histoire de l'Atlantide, elle est là. C'est un récit fait pour ses contemporains pour critiquer Athènes, et à côté de ça, basé sur les connaissances de son temps et des éventuels récits qu'il a pu collecter, etc. On est là sur la légende de l'Atlantide. Donc, est-ce que c'est né de l'imagination de Platon? À ce stade, oui. Bien évidemment que l'Atlantide, dans une immense part, vient de l'imagination de Platon. Mais je pense que la question que voulait réellement poser, en fait, Christophe, c'était pas de savoir si c'était basé sur l'imagination de Platon, c'est plutôt savoir s'il y a un fond de réalité ou de vérité dans cette histoire. Je pense que c'est vers là que notre ami voulait nous emmener. On va lui demander. Oui, je pense que c'est ça. Caro, oui. Je sais pas, je ne poursuivais pas pour le moment, voir s'il y avait d'autres questions. Non, mais c'est voilà, ça. Oui, il dit exactement. C'est ça, oui. Parce que où est-ce qu'on a entendu parler, d'accord, mais qu'est-ce qui n'est pas, comment est-ce qu'on peut le savoir vraiment? C'est ça, c'est vrai qu'on se pose plein de questions comme ça, quoi.
Est-ce qu'il y a des preuves Oui, historiques, tu vois, tout ça, quoi? alors, et c'est pareil, donc quand on aborde ce deuxième sujet, c'est-à-dire à savoir la réalité ou non de l'Atlantide, souvent on prend le problème par le mauvais sentier, si je puis dire. Oui, Je m'explique. Quand on veut savoir si le récit de Platon est cohérent et revêt une quelconque forme de réalité, qu'est-ce qu'on fait en premier? On lit Platon. On lit Platon et on regarde par rapport aux éléments nommés préalablement, c'est-à-dire le contexte, les connaissances possibles de Platon, qu'est-ce qu'il a pu vouloir nous dire, etc. On décortique Platon, on le contextualise, on fait tout ça par rapport aux documents d'époque. Le problème étant que souvent, les gens partent de la fin, c'est-à-dire qu'ils partent avec une idée reçue. On est tous pareils, je ne fais pas exception, moi aussi j'ai eu ces travers, mais c'est simple, je vais citer mon cas personnel, et après je vais faire quelques exemples, pour illustrer ce que j'estime être la mauvaise méthode. Quelque chose qui n'est pas scientifique, qui n'est pas méthodologique, qui a des biais de confirmation. Moi, à titre personnel, il y a 15-20 ans de ça, j'étais persuadé que l'Atlantide existait. C'est-à-dire que mon biais initial, c'était de dire, je pense que l'Atlantide a existé dans un temps très ancien. C'est une croyance. Ce n'est pas un fait, on est d'accord, c'est une croyance. Donc je pars avec ce postulat. Donc c'est-à-dire que je vais me diriger vers des bouquins de chercheurs qui me disent que l'Atlantide existe. Tous ceux qui me disent que l'Atlantide n'existe pas, je vais les foutre à la poubelle en disant ça ne m'intéresse pas, ces types mentent, parce que de toute façon, je crois ou j'ai envie qu'il existe. Ça, c'est un biais de confirmation, évidemment. Il ne faut pas commencer par la fin. Le deuxième biais de confirmation, et peut-être qu'on en aura ce soir, je m'en excuse auprès des auditeurs d'avance si c'est le cas, mais par exemple, si je croise quelqu'un qui habite au Maroc ou en Tunisie, très rapidement, il va me dire, en fait, l'Atlantide, c'était les anciens berbères, puisque Hérodote cite le peuple Atlante comme vivant aux abords de l'océan Atlantique vers le Maroc, près du mont Atlas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne va me dire, l'Atlantide, c'est là-bas, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, en fait, c'est chez moi. L'Atlantide, c'est chez moi. Et bien inversement, si je tombe sur un Normand, un Suédois ou un Norvégien qui s'intéresse à l'Atlantide, il va me dire, bah non, non, l'Atlantide, c'est pas en Afrique, l'Atlantide, c'est dans la mer du Nord, c'est dans le Doggerbank, c'est éventuellement lié au mythe d'Hyperborée, au pôle Nord, etc. Tout ça. En gros, ce qu'il est en train de me dire, c'est chez moi. moi, c'est chez tout le monde, quoi. Si je croise un Israélien, il va me dire, bah oui, le mythe de Ben Sodome et oui. Gomorre, l'Atlantide, ça fait cohérence, c'est dans la mer Morte, etc. Il va me dire, c'est chez nous. Donc le Mhm. premier biais qu'on a avec l'Atlantide, c'est de dire le sentiment d'appartenance, on veut que ça soit nos ancêtres à nous, égoïstement. Donc ça, c'est un énorme biais de confirmation, qui veut dire en gros, je ne suis pas objectif dans ma recherche, je veux toujours que ce soit chez moi, ou en rapport avec mes ancêtres, ou du moins l'image fantasmée que j'ai de mes ancêtres. Ça, c'est un autre biais. Le troisième biais, c'est le biais du contexte. Souvent, on analyse Platon, on se dit, bah ouais, l'Atlantide, forcément, il nous dit que c'est à peu près par là, donc nous, on est plus malin que Platon, très certainement. Alors du coup, on sait tous maintenant qu'il y a les Amériques, on sait qu'il y a possiblement des monuments, des civilisations là-bas, donc évidemment, on va chercher là-bas, en se disant, bah oui, forcément, c'est plus logique. Ou alors, pourquoi pas, en faisant tout le tour de la planète, puis on finit à Yonaguni, près du Japon, et puis on se dit, tiens, il y a des ruines sous-marines, pourquoi pas l'Atlantide ici? Sauf qu'en faisant ça, on a un biais qui est qu'on prend nos connaissances du XXIe siècle pour analyser quelque chose que Platon a écrit au IVe siècle avant notre ère. Donc, si Platon donne des indications géographiques, c'est par rapport aux connaissances de son temps. Et il faut les prendre en compte. Et donc, il faut limiter la recherche de l'Atlantide par rapport à ces éléments-là. Après, les autres sont intéressants. On entrera dans une autre phase de recherche. Donc ça, c'est les trois premiers biais qui me semblent importants pour l'Atlantide. Donc, moralité, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce stade? La première chose, elle est simple, c'est de lire Platon. Quand on lit Platon, en général, il y a plusieurs mythes de nos croyances personnelles qui vont s'effondrer. Le premier mythe qui va s'effondrer, c'est qu'il n'y a pas de technologie anti-gravité, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de machine volante, il n'y a pas de technologie antidiluvienne mystique ou des cristaux d'énergie comme dans Stargate, ça n'existe pas dans le texte de Platon. Si vous lisez le texte de Platon, la description qu'il fait de l'Atlantide, c'est une civilisation avancée pour son temps, mais aux yeux de l'Antiquité de Platon. C'est-à-dire que par rapport à ses référents culturels, il dit oui, cette civilisation elle est brillante. Mais sous-entendu, c'est comme si on considérait que, par exemple, le monde assyro-babylonien est plus brillant que le monde scythe de la même époque. Ça ne veut pas dire que les Assyriens ont des machines volantes, ça veut simplement dire qu'ils ont une civilisation plus établie avec des codes, une société, etc., que les Scythes. Donc ça, c'est un autre biais aussi de contexte où il faut bien prendre en compte qu'est-ce que veut dire Platon dans son texte par rapport, encore une fois, aux éléments de ses époques. Ensuite, quand on étudie Platon, il nous donne des informations géographiques. Or, ces informations géographiques, elles ont été discutées directement dans l'époque de Platon et directement par ses successeurs. Alors, évidemment, quand on a les successeurs directs de Platon, alors successeurs directs, on va prendre Diodore de Sicile puisque c'est le plus marquant,
Théodore de Sicyphe, lui, il croit à l'histoire de Platon, il considère que c'est vrai. Il y en a plein d'autres qui croyaient que c'était faux. Hein. Théodore de Sicyphe, il nous dresse une carte où il nous dit, voilà, Platon nous dit que en gros, c'est vers les colonnes d'Hercule. Alors, les colonnes d'Hercule, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, on glose de toutes les façons possibles sur les colonnes d'Hercule. Et la question, c'est qu'est-ce que Platon, lui, veut dire par colonne d'Hercule. Or, si on se met dans le contexte géographique de l'époque, les géographes et les historiens grecs de l'époque nomment colonne d'Hercule le détroit de Gibraltar. C'est tout. Donc, pour lui, ça veut dire ça. Peut-être que pour nous, après, ça vous dire autre chose, mais pour Platon, ça veut dire ça. Donc, il dit en gros que l'Atlantide, c'est des deux côtés du détroit de Gibraltar. Sous-entendu, un petit peu côté Maroc, côté Espagne, côté Portugal, des deux côtés du détroit, et à l'intérieur de la mer, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la mer Tyrrhénienne, la mer des Baléares. Théodore de Sicyphe fait une carte en se basant sur ça. Ensuite, autre élément qu'on trouve chez Platon, Platon ne nous parle pas d'Atlantide comme une cité. Ce n'est pas une cité fantastique, circulaire, comme dans Stargate, encore une fois avec la cité d'Atlantis. En réalité, l'Atlantide, c'est un pays ou une nation ou un empire serait plus adapté. Et même si on va plus loin et qu'on emploie les mots d'époque, ça serait une thalassocratie, un empire maritime, qui règne donc sur la mer des deux côtés du détroit. Mais il précise aussi qu'en réalité, cette Atlantide, il est divisé en 10 royaumes. Donc d'où le terme d'empire, qui est plus adapté. Donc on aurait en fait 10 royaumes d'influence, ou 10 petits royaumes qui se sont fédérés dans une coalition, une thalassocratie. Qu'est-ce que veut dire Platon par ça? Eh bien en fait, il suffit de prendre les exemples de son temps. Et si on prend les exemples de son temps, on peut imaginer la Ligue de Délos, pour Athènes, où on a une confédération de plusieurs cités qui se regroupent dans une alliance maritime. On peut considérer la dodécapole étrusque, donc une alliance de 12 cités toutes puissantes qui créent une sorte d'hégémonie maritime pendant un temps. Donc, dans une thalassocratie, on peut imaginer ça. On peut imaginer 10 cités, 10 petits royaumes qui se fédèrent entre elles dans un but commun, qui ont une culture, une religion, une langue commune, etc. et qui créent un empire maritime puissant. Ça, c'est la lecture de Platon. Ensuite, je ne vais pas citer tous les éléments, hein, ça vous retrouverez dans le bouquin, bien sûr. Mais un autre élément qui est fondamental, c'est la datation. Platon nous dit 9000 ans avant Solon. Rapidement, Solon, c'est un personnage qui n'a pas connu directement Platon, mais par des intermédiaires divers. Solon est ce qu'on appelle un des 7 sages de la Grèce, un personnage influent, une sorte de référent philosophique et moral, donc Platon s'y réfère. Le fait qu'il y ait des informations venant de Solon, c'est possible, mais ça passe dans tous les cas par des intermédiaires. Donc, il nous dit 9000 ans avant Solon. Sous-entendu, ça nous ferait à peu près, grosso modo, environ 9500 avant notre ère. Sauf que, Platon se base sur quoi pour dire ça? Il se base sur, possiblement, des chronologies d'époque. Sauf que si on observe les connaissances chronologiques de l'époque, on s'aperçoit que les Grecs, si on remonte à au-delà de 1000 avant Jésus-Christ, leur connaissance est extrêmement parcellaire, voire complètement loufoque, en fait mythologique, pour ce qui concerne avant 1000 avant notre ère. Pourquoi? Alors, chez les Grecs, toujours pareil. L'histoire du monde se découpe en plusieurs âges. L'âge d'or, l'âge des dieux, si on peut l'appeler comme ça, qui est un temps mythologique qui n'est pas datable, à proprement parler. Ensuite, on a l'événement du déluge, puis on a l'âge d'argent. L'âge d'argent, lui aussi, c'est un temps mythologique qui n'est pas vraiment datable. Ensuite, on a l'âge d'airain, ou l'âge de bronze. Lui, on peut commencer à entrevoir une logique historique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que quand les Grecs parlent de l'âge d'airain, ils fassent référence à une sorte de passé ancien qui concerne l'âge du bronze et qui s'étale sur une période allant sensiblement entre moins 3000 et à peu près moins 1000 avant notre ère. Et puis ensuite, c'est l'âge du fer, donc c'est l'âge identifiable pour les Grecs. Mais entre l'âge d'airain et l'âge de fer, il passe un temps qu'on appelle l'âge des héros, qui est la fin de l'âge mythologique. C'est le moment de la guerre de Troie, c'est le moment de l'effondrement de la civilisation mycénienne et tout un tas d'autres choses. Donc quand Platon nous dit 9000 ans avant notre ère, en fait, il veut dire possiblement dans les temps mythiques. Dans les temps mythiques, c'est indéfini. Maintenant, si on prend un mode d'écriture grec de cette époque, on va prendre un contemporain de Platon, on va citer Hérodote. Hérodote, quand il écrit ses textes, il a une habitude numérique qui est l'exagération. Thucydide fait la même chose au niveau de la guerre. C'est-à-dire que, par exemple, quelques exemples concrets, quand Thucydide il parle de la guerre du Péloponnèse et des guerres médiques, quand il parle des guerres médiques, il place des armées, l'une en face de l'autre, et il dit que les Grecs étaient 50 000, et en face, il y avait 500 000 Perses. Mais quand il dit il y a 500 000 Perses, en réalité, il veut plutôt dire 50 000, au niveau des chiffres archéologiques qu'on peut démontrer aujourd'hui. De la même façon, parfois, il nous parle des morts sur un champ de bataille. Il nous dit il y a eu 10 000 morts, ou de l'autre côté, il y a eu 100 000 morts. Et quand il dit ça, c'est complètement loufoque, c'est complètement abracadabrant. Thucydide fait ça, non pas pour être mythomane, mais il fait ça pour donner de la hauteur au récit.
méthode littéraire grecque encore. Maintenant, venons-en à Hérodote. Hérodote, quand il arrive à Babylone, il décrit les murailles de Babylone dans son enquête historique, et il nous raconte que les murs de Babylone font 100 pieds de haut. Sauf que l'archéologie ne nous dit pas ça. L'archéologie nous dit que ça faisait plutôt 10 pieds de haut. Donc il y a une exagération, un facteur multiplicateur par 10 quasiment, qu'on retrouve unanimement chez les auteurs grecs de cette époque. Si on applique cette même logique à Platon, on peut considérer que quand il dit 9000 ans, ça veut dire 900 ans. Et là, on entre dans des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Puisque qu'est-ce qui se passe 900 ans avant Platon, ou 900 ans avant Solon? On va tomber à peu près sur un créneau de date intéressant. On est sensiblement vers 1000, 1500 avant 1000, 1100 avant notre ère, dans ces eaux. Or, il se passe un événement qui est assez important à cette époque, qu'on appelle, de façon générique, le grand effondrement de l'âge du bronze. Le grand effondrement de l'âge du bronze, c'est une période qui se déroule à peu près sur 50 à 100 années, où tous les grands empires de l'époque de Méditerranée vont s'écrouler. L'empire hittite va s'écrouler en une cinquantaine d'années, l'empire mycénien va s'écrouler, l'empire minoen va s'écrouler en même temps que le mycénien, c'était déjà fusionné en un seul, mais il s'écroule, au point quand même que les mycéniens et les minoens vont perdre l'usage de l'écriture. Donc c'est un effondrement conséquent. Tout un tas de civilisations chypriotes et autres vont être complètement éradiquées et balayées de l'histoire à cette époque. Et tout ceci coïncide avec un événement qui s'appelle l'invasion des peuples de la mer. L'invasion des peuples de la mer, c'est une grande migration, une grande confrontation terrestre et navale qui s'est déroulée sur à peu près 50 à 100 ans. Ce n'est pas une guerre unique, c'est une période avec des mouvements de troupes, avec des invasions, avec des incursions diverses et variées. Pour faire une comparaison, ça ressemble un petit peu au Red Viking de la période entre le 8e et 10e siècle en Europe, sauf que là, on est sur à peu près 1100 avant notre ère. Donc cette invasion des peuples de la mer met fin, alors ça c'est une théorie que je défends, évidemment ça serait péremptoire simplement de l'affirmer ce soir dans la mission, je tente de le démontrer dans mon livre. Pour moi, ces invasions des peuples de la mer proviennent majoritairement de l'Europe, enfin de la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire, pour faire simple, de la Sardaigne, de la Corse, des Baléares, de l'Espagne, etc. Ces peuples de la mer, s'ils viennent de là-bas, déjà on a un récit qui colle un petit peu avec l'histoire de Platon, c'est-à-dire en gros un peuple qui vit sensiblement vers le Détroit, vers Gibraltar, qui, de façon violente, provoque une invasion sur la Méditerranée orientale, là je cite Platon toujours. Il y aura une confrontation avec les Grecs, notamment, et tout un tas de coalitions avec les Grecs. C'est vrai, les peuples de la mer ont affronté à peu près tout le monde dans la Méditerranée orientale, et notamment les ancêtres des Grecs, les Mycéniens et les Minoens. Sauf que là où Platon change un peu, c'est que pour lui, l'Atlantide a été vaincue, ou ces invasions des peuples de la mer, possiblement. Alors que dans la réalité, eh bien, en fait, c'est plutôt les Mycéniens et les Minoens qui ont été éradiqués de l'histoire, et les peuples de la mer se sont installés à certains endroits. Pour citer un exemple, ils se sont installés notamment dans un endroit qu'on appelle chez les Philistins. Donc les Philistins, ils ont aussi mélangé avec ce qu'on va appeler les Phéniciens et tout un tas d'autres choses. Donc là, si on lit Platon, on peut hypothétiser qu'il se soit inspiré, je dis bien inspiré, de l'épisode des invasions des peuples de la mer, qui est cohérente par rapport à ses connaissances de l'époque, et de ces batailles et de cette période chronologique. Bien sûr, la connaissance n'était pas absolue et pas parfaite de ces événements, c'était quand même loin de Platon, mais néanmoins, on peut en retracer des inspirations. Néanmoins, ça ne suffit pas. Platon nous parle de la destruction de l'Atlantide, en un jour et une nuit. Ah, en un jour, là, oui. Ouais. Et là, on fait une énorme erreur. Pareil, il faut toujours revenir au texte. Souvent, on nous dit, ah bah vous voyez, l'Atlantide a été détruite en un jour et une nuit, c'est la même chose que le mythe du déluge. C'est le déluge, CQFD, le déluge, la destruction de l'Atlantide, tout ça, ça. Sauf que c'est ne pas prendre en compte le texte de Platon, qui nous parle du déluge avant l'Atlantide. C'est-à-dire que quand Platon fait son récit, il cite les époques mythiques que je citais, âge d'or, âge d'argent, etc., tout ça, et il parle du déluge de Deucalion, le déluge dans sa domination grecque, et il le cite dans des temps mythologiques très anciens, bien avant et bien plus anciens que l'Atlantide. Donc Platon lui-même dissocie le mythe du déluge et dissocie l'affaire de l'Atlantide. Alors maintenant, une fois qu'on s'est parlé de mythes, qu'est-ce qui nous reste? Platon nous parle d'une destruction en un jour et une nuit. Alors, on peut utiliser plusieurs choses. Tout d'abord, Platon, comme tous les auteurs grecs, encore une fois, de cette époque, il utilise des analogies, des symboles et des métaphores. Donc quand il dit destruction en un jour et une nuit, il y a l'idée d'une colère divine. Or, dans les autres conflits qui ont eu lieu, quand une cité était vaincue, on parlait qu'en gros les dieux avaient abandonné la cité. Je cite par exemple la guerre de Troie. Bon, c'est pas Athéna ou Héra qui ont directement liquidé les Troyens, mais globalement, il y a une idée d'intervention divine ou de colère divine dans la destruction de Troie. Eh bien, on est un petit peu avec la même idée de l'Atlantide, l'idée d'une colère divine qui peut être due à une ville qui a été détruite, qui a été saccagée, qui aurait été incendiée par ses rivaux.
Alors maintenant, est-ce qu'on a un élément historique qui pourrait coller avec toute cette histoire? Eh bien, oui et non. Si on remonte à l'époque des peuples de la mer, c'est difficile à dire puisque les cités d'origine des peuples de la mer ne nous sont pas connues ou pas exactement et n'ont pas forcément laissé de traces. Donc ça va être difficile de pouvoir l'hypothétiser. En revanche, on a un nom qui ressort assez souvent d'une cité d'importance qui se trouvait en Méditerranée occidentale, plus précisément au sud de l'Espagne, c'est la cité de Tartessos. Alors Tartessos, déjà contrairement à l'Atlantide, on est sûr que ça existait. Ça, c'est une première chose. Donc on sait que Tartessos, à minima vers 1100-1200 avant Jésus-Christ, c'est une cité qui existe. Pourquoi on le sait? Eh bien parce qu'on a déjà du commerce entre les Mycéniens, ancêtres des Grecs, avec les îles de Bretagne, où il y a de l'étain de qualité, et les Tartésiens qui font du commerce entre les deux, notamment. Les Tartésiens vont chercher de l'étain au Royaume-Uni, enfin en Grande-Bretagne à l'époque, et on a tout un réseau dans la Méditerranée qui fait que cet étain va se retrouver jusque chez les Mycéniens, donc on a du commerce. Pour prendre un autre exemple, cette ville de Tartessos, elle est connue aussi dans la Bible. Dans la Bible, on l'appelle Tarsis, tout simplement. Tarsis, c'est la fameuse cité duquel Salomon retirait tout un tas de richesses via le commerce des Phéniciens et tout un tas d'autres choses. Sauf que cette ville de Tartessos, on n'a pas mention de sa destruction à peu près dans cette époque de 1000-1100 avant notre ère. En revanche, on va avoir une disparition de cette cité dans les chroniques historiques qui intervient environ vers je dis ça de tête, mais on est à peu près sur 536-535 avant notre ère. Donc on est loin de tous ces événements. Mais on est avant Platon, ça c'est important de le préciser. Donc, Tartessos est une cité qui a probablement rayonné du temps des invasions des peuples de la mer, dont ils en sont peut-être issus dans une certaine mesure, et quelques temps plus tard, les Phéniciens vont coloniser ou établir des comptoirs commerciaux en Méditerranée occidentale, notamment fonder Carthage, notamment fonder, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, Ixos aussi, et vont fonder, pas l'autre que j'ai oublié, Olbia, non, c'est pas eux, Syracuse, c'est pas eux non plus, fonder Aléria. Non, Aléria, c'est les Phocéens, je me trompe dans les noms, vous voyez. Excuse-moi, une question sur le chat, Ludo. Tu sais, ouais. par rapport à, comme tu parlais des nuits, par exemple, un jour, une nuit, je sais plus si c'est pas Opakiona ou quelqu'un qui a écrit, est-ce que les calculs étaient différents? Vas-y, Caro, c'est ça, non? Si, c'est Opakiona ou Iliana. Le souci de la datation, c'est qu'il ne faut pas les considérer en année solaire, mais en année lunaire. Oui, mais notre cher auditeur fait aussi une erreur. C'est qu'on parle des Grecs. Et les Grecs parlent en année solaire. Ah oui. C'est toujours le problème du contexte, c'est toujours pareil. Après, si on a le temps, on parlera de ce qui entoure l'Atlantide chez les autres. Mais là, quand on est chez les Grecs, Platon, lui, il parle en année tout à fait solaire. Il ne parle pas du tout en année lunaire. C'est 9000 ans, c'est un chiffre. En fait, volontairement, on est loin de tous les événements connus. C'est l'idée, c'était il y a très très longtemps. C'est un peu comme quand on est le conte de fées, il était une fois très très loin. Ou dans Star Wars, dans une galaxie lointaine, très très lointaine, et il y a très 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 très, très longtemps. C'est ça que ça veut dire. En gros, 9000 ans, il aurait pu dire 12 000, c'était du même ordre. Sauf que ça nous donne éventuellement une indication sur le pourquoi 9000, avec cette histoire de 900. Mais ça, c'est très hypothétique. Revenons à notre histoire rapidement de Tartessos. Donc les Phéniciens font du commerce dans toute la Méditerranée orientale, et au bout d'un certain temps, dû à des péripéties historiques, la mère patrie phénicienne va tomber entre les mains des Assyro-Babyloniens, ce qui fait que la plus puissante cité phénicienne de l'Occident, à savoir Carthage, va prendre le monopole de ses comptoirs commerciaux et étendre sa domination. Et à cette époque, on entend encore parler de Tartessos. Puis là, soudainement, vers 536 avant notre ère, il se passe un événement assez conséquent, c'est que les Carthaginois vont affronter une autre coalition maritime, celle des Phocéens, afin d'établir l'hégémonie maritime dans la Méditerranée occidentale. Or, les Phocéens seront vaincus dans une certaine mesure, les Carthaginois seront victorieux, et à la même époque, Tartessos disparaît des radars. Il n'y a qu'un pas pour hypothétiser que Tartessos ait été rayé de la carte par Carthage, ce serait tout à fait cohérent. La destruction d'une rivale maritime. Donc on aurait bien et bien la destruction d'une cité. Et là, vous dire, quel est le rapport avec l'Atlantide? On va y venir, ne grillons pas les étapes. Maintenant, dernière phase de notre histoire, quand est-ce que Platon va écrire l'histoire de l'Atlantide? Eh bien, il écrit sensiblement entre 370 et 360 avant notre ère, le Timée et le Chrétien. Or, ce qui est très important, c'est que lorsqu'il les écrit, il ne se trouve pas en Grèce. Il se trouve en Sicile. Il a été invité par le tyran de Sicile de l'époque, et il a été missionné pour
faire des enseignements philosophiques aux notables de Sicile, ce qui ne va pas d'ailleurs pas très, très bien se passer, mais c'est à cette époque qu'il écrit l'Atlantide. Or, Platon, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est probablement en partie inspiré et surtout instruit de ce qui se passait autour de lui. Or, qu'est-ce qui se passe à l'époque de Platon en Sicile? Eh bien, il y a un conflit latent, une sorte de guerre froide assez intense, qui se déroule entre les Grecs de Syracuse, les Carthaginois tout puissants à cette époque en Afrique du Nord, la République romaine qui commence à marquer des points, et surtout la Dodécapole, ces fameuses 12 cités étrusques en Italie du Nord, qui rayonnent aussi. Donc on a ce terreau bouillonnant entre les Carthaginois et les Étrusques, et avec au milieu un petit peu les Romains et les Grecs. Or, si on prend la destruction de la capitale de l'Atlantide, la cité est considérée comme la plus importante pour Platon, et qu'on prend ses descriptions, on a une copie conforme de la cité de Carthage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumant un petit peu toute cette histoire? Est-ce que l'Atlantide a existé? À mon sens, d'une façon littérale, non. En revanche, Platon s'est inspiré de plusieurs éléments pour composer son mythe. À mon sens, la théorie que je défends, il s'est inspiré de l'invasion des peuples de la mer à l'effondrement de l'âge du bronze comme l'événement traumatisant qui a bouleversé le monde méditerranéen. Le deuxième élément, au niveau des effectifs et des armées, il s'est inspiré des guerres médiques, dont je n'ai pas beaucoup parlé, qui ont opposé les Grecs et les Perses. Pourquoi il s'inspirait de cet événement? Eh bien parce que l'armée perse était absolument gigantesque, était cataclysmique, et les Grecs, en étant 10 fois inférieurs, mais plus lourdement armés, tout un tas de raisons complexes, ont réussi à l'emporter contre ce géant perse. Donc l'idée que la glorieuse Athènes a vaincu l'Atlantide, c'est plutôt la glorieuse Athènes et ses alliés ont réussi à vaincre les méchants Perses. C'est plutôt ça l'idée. Et troisièmement, pour prendre le modèle de la cité idéale, eh bien, il prend le modèle de la plus puissante cité de Méditerranée de ce temps, à savoir Carthage. C'est la théorie que je tente de défendre. Donc là, on est vraiment sur... on dépasse le stade de l'hypothèse. Je le résume, on est dans la théorie, avec tout un tas d'éléments qu'on peut appuyer, des datations des éléments archéologiques, et surtout le croisement d'informations, mais surtout le plus important, c'est qu'on s'est intéressé uniquement aux sources d'époque. D'accord. Tout ce qui se passe après, beaucoup de choses ont été rajoutées sur le mythe en le décontextualisant. Et c'est le gros problème. C'est qu'après, quand on décontextualise le mythe de l'Atlantide, peut-on encore parler du mythe de l'Atlantide? Mais c'est ça, parce qu'il est tellement fantasmé, ce mythe, c'est ça aussi, hein, vraiment. Hein. Il y a eu tellement de choses dites, décrites, et puis comment vivaient les peuples de l'Atlantide. Tu vois, il y a plein d'informations, mais on ne sait pas où ils les ont eues, ces informations, justement. C'est-à-dire, peux-tu être plus précis? Tu vois, par exemple, je sais pas moi, comment était la vie de ces peuples, les coutumes, je sais pas moi, les arts, la religion, tu vois? Tu parles tu parles des peuples de la mer, tu parles des Carthaginois ou... Les peuples de la mer. Alors, si tu parles des peuples de la mer, on a des informations sur eux. Ça reste encore extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Ça se croise et beaucoup, justement, quoi. Je vais profiter d'une question que je vois à l'instant dans le chat de Thalassa qui dit: sa thèse est-elle majoritaire parmi les historiens et scientifiques? Tout de suite, je te réponds non. Mais je vais te dire pourquoi, et ça va rejoindre la question de Mickaël. Alors, ces peuples de la mer, on manque d'informations et il faut recouper pas mal de choses. Je pense avoir ouvert quelques pistes dans mes travaux, notamment en développant l'idée que les peuples de la mer sont originaires de Méditerranée occidentale. Je précise d'emblée que cela ne fait absolument pas consensus chez la majorité des historiens et des scientifiques, où la théorie majoritaire sur l'origine des peuples de la mer est que ce sont plutôt des mercenaires mycéniens ou de l'Asie mineure. Néanmoins, je pose quelques contre-arguments. Certains historiens et certains scientifiques sont d'accord avec moi, hein, même si on est minoritaire, bien entendu, puisque je trouve ça absurde d'attaquer les Mycéniens quand on est des Mycéniens, du moins à cette ampleur. D'autres choses aussi, parmi les peuples de la mer, certains s'appellent Chardanes, c'était le nom tout simplement des habitants de la Sardaigne de cette époque. On va trouver d'autres peuples, comme par exemple les Tyrcéniens qui étaient des habitants d'Italie de cette époque, ou encore alors le nom peut prêter à sourire un peu, mais les peuples qu'on appelle les Wawesh, ou les Washwesh, qui étaient des habitants de l'Afrique du Nord de cette époque. Et ouais, comme quoi. Donc on a tout un tas d'éléments qui me poussent à accréditer plutôt cette hypothèse pour les peuples de la mer. Et donc, quant à leur mode de vie, on a quelques éléments. Pour ça, il faut s'intéresser en fait aux civilisations qui étaient présentes
dans ces hypothétiques lieux de départ. Alors là, on touche la deuxième partie du sujet, qui est que j'ai dit tout à l'heure que je ne pense pas que l'Atlantide, tel que le définit Platon, existe. Je pense que Platon s'est inspiré de tout un tas de choses. Mais en revanche, j'aimais quand même la théorie qu'il y a un embryon. Ces peuples de la mer ne sont pas qu'une coalition barbare de peuples qui déversent comme ça sur la Méditerranée orientale. Je pense qu'en Occident, à cette époque, il y a une certaine unification, une certaine cohérence, et donc une thalassocratie de ces peuples de la mer à l'origine, que j'appelle, à titre personnel, mais ça c'est vraiment ma thèse, l'Empire tyrrhénien. Mais la vie de cet Empire tyrrhénien, on a des éléments, si on remet tout un petit peu en commun. On a des éléments du bâti, on sait qu'ils construisent des castrums de façon plutôt circulaire, de type mégalithique. Il n'est pas du tout prouvé à ce stade que ces peuples aient un système d'écriture. Je serais tenté de dire qu'il faudra encore quelques années de recherche pour pouvoir amener des éléments solides. Il y a des pistes, mais à ce stade, ça serait trop péremptoire de leur prêter un système d'écriture. En revanche, on sait qu'ils ont un fonctionnement qui s'approche du système bipartiste, avec un système guerrier clérical fusionné et un système des laboratores, c'est-à-dire le peuple travaillant à côté. Donc on n'est pas tellement sur un modèle indo-européen tripartite. On a quelques insignes de pouvoir comme les bâtons de commandement, donc on va retrouver des analogies symboliques avec ce qu'on retrouve au Proche-Orient. Une probable influence des peuples de la mer sur les Phéniciens, ça encore une fois c'est mon hypothèse, elle reste très très fragile à ce stade. On a des éléments qui nous poussent à savoir ce qu'ils mangeaient, comment ils se vêtissaient, grosso modo. On a des tombes, donc on sait un petit peu le matériel funéraire qu'ils employaient. On savait qu'ils utilisaient des épées de bronze, c'était des précurseurs dans ce type d'armement. Donc on a des éléments, hein, pour citer que quelques exemples, hein, bien sûr. On n'est pas totalement vierge d'informations. En revanche, ça reste très très parcellaire. Après, pour Carthage, c'est totalement différent. Carthage, on sait parfaitement comment ils vivaient. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, non sur le... Non, je pensais qu'il n'y avait plus de son. Ah oui, non. J'ai cru un instant. Oui, non, moi j'ai cru qu'il n'y avait non. plus de son. C'est plutôt des remarques. Donc, Opakiona dit Platon s'est appuyé sur le récit fait par Critias des Confidences de Solon. Cadric. Ce que Opakiona nous dit, c'est parfaitement vrai. C'est ce qui est écrit dans le texte. C'est ce qui est écrit dans le texte, mais là, on repose sur la bonne foi de Platon. Donc, pourquoi pas c'est tout à fait possible. Sauf que, voilà quoi, qu'est-ce qui permet de valider cela? En considérant que ça soit le cas, que Platon ait, pour X raisons, possédé un récit, que ce récit est transmis par un ou plusieurs intermédiaires jusqu'à Platon, rien ne nous dit que Platon l'ait retransmis dans sa forme la plus exacte. Et un élément nous pousse à dire cela. Platon n'est pas du genre à dire « croyez-moi ». C'est pas le genre de personnage dans ses écrits à dire « ce que je vous raconte, je vous assure, c'est la vérité. Non, je vous promets, je vous mens pas ». C'est pas du tout son genre. Or, le seul moment où il le fait, c'est dans ce cas-là. Ça pose question. Ah oui, c'est vrai, c'est bizarre ça quand même. Non, c'est pas tellement bizarre. C'est la façon de dire, je vous raconte une histoire, mais en gros, ne la prenez pas au premier degré, il faut lire en travail. Oui, d'accord. Là, on serait plutôt sur une pensée platonicienne. Alors, il y a une remarque de Cadric. Le sujet de l'Atlantide est un gros merdier. Les historiens se tirent souvent dans les pattes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. J'ai vu tout à l'heure l'interview de Géraldine Pilleul, et perso, je ne suis pas fan, certains de ses dires sont fantasmés à mon sens. Oui, je suis assez d'accord avec Cadric sur le plan que l'Atlantide est un gros bordel, mais c'est un gros bordel pourquoi? En fait, c'est vrai et pas vrai. Déjà, on va être honnête, la plupart des historiens archéologues se fichent royalement de l'Atlantide. C'est pas du tout leur centre d'intérêt, ça les occupe assez peu, et c'est assez rare, on va dire objectivement, les archéo-historiens qui s'intéressent au sujet. Le consensus majoritaire à l'heure actuelle sur l'Atlantide est de considérer que tout ceci est une fable et que Platon s'est inspiré des guerres médiques majoritairement et a fait une sorte de conte philosophique pour Athènes. C'est notamment la théorie défendue par Pierre Vidal-Naquet, à l'époque. Donc globalement en parlant, le consensus actuel des historiens archéologues, c'est de dire passez votre chemin, il n'y a rien à voir, l'Atlantide est un mythe. Je pense néanmoins que ce mythe est intéressant en tant que tel et qu'il faut rechercher les inspirations à ce mythe, qu'elles sont plus complexes que ce que la communauté scientifique propose en consensus. Néanmoins, quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire que tous les méchants archéologues historiens sont tous d'accord entre eux. Bien évidemment qu'il y a des voix parallèles qui s'élèvent, les gens ne sont pas tous d'accord avec ceci, certains proposent des théories plus ou moins cohérentes. La théorie, une des théories majoritaires, une théorie minoritaire, mais dans les minoritaires qui est majoritaire, c'est la théorie d'associer l'Atlantide à Tartessos. Donc ça, je ne suis absolument pas novateur dans cette approche.
Là où je propose quelque chose de neuf, c'est mon idée de cet empire pyrénéen, donc l'idée qu'il y aurait une thalassocratie en Méditerranée occidentale. Mais au-delà de ça, Tartessos, Atlantide, je ne suis pas le premier à le faire, je ne suis pas le premier à faire ce livre. C'est vrai que c'est pas évident de savoir, oui, de toute façon, le faux du vrai, on ne saura pas forcément. Je veux dire, c'est quand même, c'est super compliqué, quoi. Ben, en fait, Euh, c'est compliqué parce qu'on s'est mis des couches superposées de problèmes, en fait. Ben oui, c'est ça, quoi. C'est Déjà, ça. si on reprend la chronologie de l'histoire Oui, qui suit l'Antiquité, c'est-à-dire qu'au moment où Platon est là, il y a des gens qui se posent la question. Prenons exemple Aristote. Quand Aristote en parle, il dit non, je pense que tout ceci est une fable et tout voilà, c'est ceci n'aurait ça. aucun fond de réalité. Et Mhm. puis on a Ératosthène qui ne prend pas une seconde. Inversement, on a Diodore du Sicile qui est convaincu et qui dresse des cartes. Donc le débat est animé pendant l'Antiquité. Ensuite, quand on passe à la période, on va dire, de l'Empire romain, c'est-à-dire fin du 1er siècle avant notre ère, pour Octavius, tout le monde s'en fiche de l'Atlantide. Ça n'intéresse plus personne, globalement. Donc, du coup, l'Atlantide sombre dans les nombreuses histoires un peu abracadabrantes de C'est le cas de le dire. l'Antiquité qui n'intéressent plus personne. Et puis, quand on va arriver sensiblement à la Renaissance, c'est seulement là que l'Atlantide va commencer à réintéresser les gens. Pourquoi ça va réintéresser les gens? Eh bien, tout simplement, plusieurs événements historiques. Tout d'abord, c'est la chute de Constantinople et la découverte des Amériques. Tout ceci aboutit à la joyeuse Renaissance, période de la chasse aux sorcières, cocorico, bref. Mais surtout, c'est la redécouverte de beaucoup de textes anciens, et notamment d'une grande partie de la littérature de Platon et de commentaires, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tout un tas d'érudits de cette époque qui vont redécouvrir, en fait, tout simplement le mythe de l'Atlantide, sauf qu'ils le redécouvrent au même moment où on découvre les Amériques. Donc, pour eux, ça fait sens. Pour eux, ça fait sens. Ah Voici une oui. nouvelle terre inconnue qu'on découvre, et tout d'un coup, un mythe qui nous parle d'un truc du détroit de Gibraltar, Ouais, c'est ça, quoi. et d'un truc au-delà. Évidemment, les gens se sont engouffrés dans la C'est prêche. ça. Ils se sont mis à fond, L'Atlantide, quoi. Mhm. évidemment, c'est tout Bah à fait oui. logique. Ça, Bah, c'est mhm. un des premiers travers. Ouais, ouais. À la même époque, en Toscane, à Florence, berceau de la Renaissance, tous ces auteurs redécouvrent l'Atlantide. Mais au même moment, des éléments archéologiques de l'époque vont permettre de découvrir l'existence de la civilisation étrusque, cette fameuse dodécapole des 12 cités dont j'ai parlé tout à l'heure. Les Étrusques, pour mettre un peu chronologie de date, on est sensiblement à peu près entre moins 1000 et à peu près moins 300 avant notre ère, grosso modo. Donc les Toscans redécouvrent les Étrusques. Et pire que ça, ils découvrent qu'en plus c'était chez eux. Et vu qu'ils sont en conflit avec la papauté et avec Rome, et bien du coup, ça leur permet de faire une jonction, de dire ah, vous êtes les ancêtres des Romains, et nous, on est les ancêtres des Étrusques. Et en plus de ça, on redécouvre ce mythe de l'Atlantide, et puis ça colle bien avec les Étrusques, les Atlantes. Alors du coup, clac, les Étrusques, c'est l'Atlantide. À la même époque où des gens le voient aux Amériques, d'autres gens le voient en Italie du Nord. C'est l'époque. Parce que une nouvelle recherche, les Toscans de l'époque, d'ailleurs ainsi que tout le monde, avaient complètement oublié l'existence des Étrusques. C'était tombé dans les abîmes de l'histoire à cette époque. Maintenant, on avance encore un petit peu dans le temps. Et puis on arrive au joyeux XVIIIe siècle, toute fin du XVIIIe siècle. Là, tout d'un coup, on a un autre mythe qui prend de l'ampleur à cette époque, c'est le mythe de l'hyperborée, avec d'autres éléments qui lui sont joints, l'Ultima Thule, euh, le fameux voyage de Pythéas de Marseille, etc., et quelques autres éléments. Donc tout d'un coup, on a toute une sorte de nationalisme germanique qui se crée et qui cherche une sorte de civilisation merveilleuse qui aurait existé dans le Nord, une sorte de paradis des dieux dans les temps très anciens. Et puis là, à partir donc fin 18e, 19e, on a tout un tas d'auteurs qui commencent à émettre des liens entre cette hyperborée, cette ultima thule et tout ce qu'on veut, avec les mythes scandinaves. C'est ce que j'avais entendu aussi, tu vois, Sauf justement. que Mm. on oublie un élément absolument essentiel, c'est que le mythe de l'hyperborée, c'est un mythe grec. C'est pas du tout, à aucun moment un mythe scandinave, ni germain, ni suédois, ni norvégien. C'est nous, a posteriori, qui faisons des connexions et des liens avec ces éléments. Mais ce n'est pas, à la base, dans le mythe d'hyperborée, c'est un texte, enfin, c'est des mythes composés par des Grecs qui n'ont aucune connaissance de ce qui se passe en Scandinavie à cette époque. Donc, on a ce mythe fantasmé de l'hyperborée qui commence à prendre naissance et qui est fascinant comme mythe. Et puis, on a ce mythe de l'Atlantide qui fait sa vie de son côté. Et puis là, on a un auteur tout à fait intéressant, c'est Goethe, qui va nous dire mais c'est intéressant, ce monde de l'Atlantide n'aurait-il pas quelque rapport avec cette hyperborée? Et bien, clac, l'allumette est lancée, hyperborée, Atlantide, même combat. Et on fusionne tous les deux. Les deux. Ça, c'est bien pratique pour les Germains, parce que ça leur permet de dire vous voyez, on récupère.
une OPA sur l'Atlantide et sur l'Hyperborée. Donc ça nous permet de dire, nos ancêtres sont les Atlantes, sont les Hyperboréens, etc., et tout ce qu'on veut. Et donc de fil en aiguille, ça va aboutir à encore des déformations du mythe. Pour en citer une dernière, là on est à la toute fin du 19e, et on en découvre un peu plus sur la civilisation des Mayas et des Aztèques. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'aux Amériques, les historiens anthropologues de l'époque observent les ruines mayas et aztèques, ils se disent mais c'est impossible que les indigènes aient fait ça. C'est absolument impossible. Ils sont trop barbares, ils n'avaient pas de connaissances. C'est impossible. Donc qui sont les auteurs de tous ces monuments? Eh bien c'est là qu'on a sorti la carte magique utilisée fréquemment à l'époque. Et bien évidemment c'est les Égyptiens. On se dit vous voyez, ça ressemble à une pyramide, donc c'est les Égyptiens. Et puis évidemment les recherches commencent à prendre un petit peu de forme, les méthodes scientifiques se mettent en place, et puis on finit par comprendre que non, il y a des civilisations brillantes qui ont rayonné en Amérique centrale et du Sud. Et puis là, on a un chercheur parmi les autres, qui s'appelle Augustus Le Plongeon, qui lui va se dire non, moi je crois que c'est plus complexe que ça. En réalité, je crois que tout ceci, c'est l'Atlantide. Sauf que il va pas l'appeler Atlantide, il va l'appeler Mu. Ah oui, d'accord. Oui, donc en gros, qu'est-ce que nous fait Augustus Le Plongeon? Eh bien, il nous dit en fait, les Aztèques et les Mayas, c'est les descendants de l'Atlantide. Sauf que du coup, vu qu'il ne veut pas utiliser le mot Atlantide, il utilise le mot Mu pour les qualifier. À peu près 30 ans plus tard, James Schwartz a écrit sa célèbre trilogie de livres faisant de Mu une civilisation antédiluvienne avec tout un tas d'autres choses, résumant une guerre mondiale nucléaire avec l'Atlantide et tout un tas d'autres choses. Sauf que le mythe de Mu, il n'existe pas avant Augustus Le Plongeon, à la fin du 19e siècle. En fait, Mu, c'est un mythe qui est un mythe jumeau de l'Atlantide, c'est une transposition du mythe de l'Atlantide, mais dans le Pacifique. D'accord. Ah oui, non, je pensais que ça existait bien avant, tu vois, c'est bien, tu me l'apprends. Absolument pas. Il n'y a aucune source de Mu plus ancienne. Mais finissons notre voyage. Oui. C'est pas tout à fait fini. Une autre couche qu'on va rajouter. On arrive à peu près dans les années 30-40, puis on a un petit peu cet orientalisme qui est déjà bien implanté, mais on est fasciné par l'Inde, on est fasciné par la Chine, on est fasciné par le Japon, on est fasciné par le Tibet, la cité interdite de Lhasa, et tout un tas d'autres choses. On a de nombreux explorateurs, pour citer une des plus célèbres, Cocorico, Alexandra David-Néel, qui part en expédition à Lhasa. Ce sera la première femme occidentale à entrer dans Lhasa. Bien sûr, c'était interdit, mais elle a réussi quand même cet exploit. Et à l'époque, qu'est-ce que nos mystiques occidentaux recherchent en Orient? Eh bien, ils recherchent la cité de Shambhala, cette cité mythique des légendes bouddhistes et hindoues, cité merveilleuse, perdue dans les montagnes de l'Himalaya et tout un tas d'autres choses. Un peu l'équivalent du mythe de l'Atlantide, mais version bouddhisme. Oui, voilà. Shambhala, évidemment, ils ne la trouvent pas. Ben non. Et puis, vu qu'ils ne la trouvent pas, eh bien, certains chercheurs émettent l'hypothèse, vous voyez, Hyperborée, Mu, Atlantide, Shambhala, même combat, c'est toujours la même chose. Oui. Alors c'est toujours la même chose si on regarde avec des jumelles et d'extrêmement loin, clairement, parce qu'il n'y a pas un seul point commun dans ces mythes. Si ce n'est qu'on ne les trouve pas, à la limite. Le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'on ne les trouve pas. C'est qu'on ne les trouve pas, il n'y a rien. Parce que dans l'absolu, si on décortique chacun des mythes indépendamment, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas écrit dans les mêmes contextes, pas aux mêmes époques, ça ne se place pas géographiquement dans les mêmes zones, les descriptions ne sont pas du tout les mêmes, et il n'y a pas de cohérence entre ces mythes. Et puis du coup, à ceci, on arrive à notre joyeuse époque, où on avance la théorie d'une civilisation planétaire mondiale qui aurait sombré dans un déluge. Là, on est sur la finalité de l'histoire. Enfin, la finalité de l'histoire, une couche encore ajoutée, qui nous dit, vous voyez toute cette histoire, en fait, Platon, il nous parle de cette civilisation universelle, mondiale, planétaire, avec des bâtiments partout, qui aurait sombré via un déluge. Mais en plus, le déluge, on en parle dans tous les textes sacrés, enfin, beaucoup de textes sacrés. Oui, c'est tout à fait intéressant, le mythe du déluge, mais c'est autre chose encore. Oui, c'est autre chose. Voilà. L'idée, c'est que ce mythe planétaire lié à l'Atlantide, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que vient faire l'Atlantide dans cette histoire? Parce qu'on est très, 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 très loin de ce qu'a fait Platon. Moi, j'ai rien contre. Mais alors, on ne devrait pas employer le mot Atlantide. Il n'est pas adapté. L'Atlantide définit quelque chose, c'est copyright Platon, et ça définit quelque chose de temporellement acceptable par rapport à Platon. Si on veut parler d'une civilisation planétaire mondiale détruite par un déluge, c'est une autre problématique. Mais l'Atlantide n'a rien à y faire dans cette histoire. C'est ça, en fait, la difficulté. Il y a une question sur le chat d'Iliana. En même temps, on dirait qu'il y a énormément de résurgences de vie antérieure en lien avec l'Atlantide depuis quelque temps. Qu'en penses-tu? Alors, ça, c'est un sujet qui est absolument fascinant. Je vais commencer en parlant d'Edgar Cayce. Edgar Cayce, médium bien connu du XXe siècle,
a fait de nombreuses prédictions. Il prétend lui-même avoir été la réincarnation, ou enfin, du moins, dans une de ses vies passées, avoir vécu du temps de l'Atlantide. Il nous raconte tout un tas de choses, de combats entre l'Atlantide, entre mu, de guerre avec des armes solaires ou mystiques, tout ce qu'on veut. Et il a donné des informations sur cette hypothétique Atlantide. Or, ce qui est très intéressant, c'est que si on prend la synchronicité, on s'aperçoit qu'Edgar Cayce, je ne doute pas de ses qualités médiumniques et je ne doute pas de sa bonne volonté. En revanche, je constate que ce qu'il raconte de l'Atlantide est en tout point conforme avec ce que fait James Schwartz, contemporain de son époque. Donc, en gros, ce que je soupçonne, c'est que Edgar Cayce ainsi que d'autres médiums, en fait, nous sommes tous des éponges. Enfin, je pense que la plupart d'entre nous ont des activités de l'ordre de la spiritualité ou du mystique, voire même de l'occulte, et on n'est pas immunisé aux influences extérieures. Moi, ce que je lis va avoir une influence sur ma réflexion. Et je suppose que Edgar Cayce ainsi que d'autres médiums aussi. Donc je le soupçonne d'avoir intégré des éléments dans sa psyché qu'il a fait ressortir dans ses trans médiumniques. Qu'il y croyait, c'est tout à fait possible. Cela soit vrai, c'est hypothétique, mais aucun élément historique ou archéologique ne le confirme. Je prends un exemple. Edgar Cayce, dans ses méditations, a dit que l'Atlantide sera découvert dans les Pyrénées vers l'année 1998. Résultat des courses, on n'a rien trouvé. Il a dit qu'il y avait une salle secrète sous le Sphinx où se seraient contenues toutes les archives secrètes de l'humanité. Alors là, on pourra citer l'argument, oui, cette salle, elle existe, mais les archéologues veulent nous dissimuler la vérité. Peut-être, c'est une hypothèse, mais à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé de salle sous le Sphinx et pas d'archives secrètes de l'humanité. Donc si on trouve ça un jour, je réviserai mon jugement, et j'en serai bien content, mais à ce stade, il faut différencier, je pense, une quête de l'ordre du spirituel et une quête de l'ordre du matériel. Si on cherche une civilisation, on doit s'appuyer sur les éléments et le matériel archéologique et historique. Que mystiquement, il puisse se passer des choses. Après tout, allons plus loin. Allez, je franchis un cas. Peut-être qu'Edgar Cayce parle de quelque chose qui n'a aucun rapport avec notre réalité tangible. Peut-être qu'on est dans d'autres plans d'existence, dans une autre réalité, dans un autre monde, un hypothétique au-delà, un monde plus subtil. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la planète Terre au sens physique. Peut-être. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec l'Atlantide au sens de Platon. Donc voilà, ça ouvre plein de portes intéressantes. Oui, je n'ai rien contre les résurgences de vie antérieure, mais le problème, c'est peut-on vérifier les éléments par le fait empirique dans la matière? C'est ça le souci, c'est pour vérifier, voilà, c'est pas non, c'est pas simple quoi. Et puis peut-être que c'était l'Atlantide, le mot oui Atlantide, d'accord, mais pour lui ça n'avait peut-être pas la même signification forcément finalement. Et puis comme tu dis, ça pourrait être ailleurs que sur Terre, ça peut être aussi dans son, à la fin d'en avoir entendu parler aussi, et puis telle information plus telle information, voilà, tout ça Bien sûr. combiné quoi. J'ai pas cité, mais tout à l'heure, en parlant des dernières couches qu'on peut encore superposer. Aujourd'hui, par exemple, certains chercheurs de l'Atlantide cherchent l'Atlantide dans l'espace, dans d'autres civilisations hors du système solaire ou autre. Mais je veux bien que les auditeurs comprennent que je ne suis pas là pour faire une critique péremptoire, pour dire tous les chercheurs racontent n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je veux dire. Tout le monde a le droit de chercher l'Atlantide. Tout le monde a le droit d'émettre ses hypothèses, ses théories et de les défendre avec des arguments. En revanche, on a le droit de ne pas être d'accord avec les arguments qu'ils avancent. Ça, c'est une chose. Je pense aussi que toutes les recherches sont saines, sous réserve qu'on ne peut pas les imposer par la force comme une vérité absolue. Sinon, ça devient un dogme et ça devient une religion. Si quelqu'un veut m'imposer sa vérité de l'Atlantide comme une religion, en général, je fuis. Ça ne m'intéresse pas. Autre chose, c'est que l'Atlantide, aujourd'hui, c'est devenu un label. Bien loin de Platon, maintenant, l'Atlantide, c'est un mot pour définir choses bizarres dans un temps très très ancien et qu'on ne comprend pas trop. En gros. On peut le coller partout, ce mot Atlantide, dans cette définition-là. Non, c'est sûr. Oui. À partir du moment où plusieurs personnes, ici c'est pas plusieurs, c'est des milliers, des millions, croient à la même chose, finalement ça devient une sorte de réalité, de toute façon. Dans l'inconscient. Un égrégore, bien sûr. L'idée, c'est que là, tout ce que j'ai fait depuis le début de cette émission, c'est de parler de l'Atlantide au sens de Platon. Je dis bien l'Atlantide de Platon. Et donc, le seul qui soit valable avec ce mot. Toutes les autres Atlantides peuvent être intéressantes à chercher, mais ont-elles rapport avec l'Atlantide de Platon? Ça, bien malin, celui qui en apportera la preuve. Oui, parce qu'en plus, il y a plein de spiritualités, comme tu le disais, différentes. Regarde, par exemple, dans la théosophie, ils en parlent de l'Atlantide ou les Rosicruciens. Ils expliquent, mais alors je sais pas, c'est ça qui m'intrigue. Ils ont même dans les annales akashiques, soi-disant trouvé justement leur mode de vie, quel style d'habitat ils avaient, enfin plein de trucs, quoi, le style de religion et tout, tu vois, et ça m'intrigue. Je me dis, mais comment Michael, je me permets de faire un petit pont. Oui. Au cas où certains auditeurs ne le savent pas, mes principaux centres d'intérêt tournent vers l'étude des sciences occultes, des traditions ésotériques et de la mystique.
Je suis Voilà. moi-même croyant de tout un tas de choses diverses et variées. Donc je voudrais pas que les gens croient que je suis un fervent matérialiste qui rejette en bloc toute Ah non, spiritualité. bah pas du tout en C'est plus. pas Oui, oui, non, mais je le dis au cas où pour nos Oui, auditeurs. oui. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Vu que j'ai des croyances et tout un tas de postulats sur le mystique, sur l'au-delà, sur tout ce que vous voulez. Tout ceci, c'est des biais. Quand je fais une recherche de l'Atlantide, je dois être capable de m'en émanciper. Le fait que je crois à une vie après la mort, le fait que je crois qu'il puisse exister des entités dans l'invisible, le fait que je crois que je puisse manipuler le chi ou tout un tas d'autres choses, ça j'y crois. Ça fait partie de mes pratiques quotidiennes. En revanche, je dois être capable, pour une recherche historique archéologique, de m'en émanciper et que ça ne devienne pas des biais de confirmation. Donc, quand Elena Blavatsky, qui est dans un cadre purement mystique, on est bien d'accord, et c'est pas une critique, elle parle de l'Atlantide, elle n'a aucune ambition de le prouver historiquement ou archéologiquement. Ah oui, c'est ça, pas du tout. Elle Non. propose un cheminement intellectuel, on n'adhère pas, et c'est intéressant. René Guénon a fait la même chose avec l'Agartha, d'autres l'ont fait avec d'autres noms, etc., tout ce qu'on veut, et je considère que c'est très bien, dans une pensée ésotérique ou une tradition ésotérique. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, je vais prendre un exemple chez les francs-maçons. Chez les francs-maçons, ils ont un mythe fondateur qui est basé sur le meurtre d'Hiram. Meurtre symbolique par des mauvais compagnons, Hiram est tué, puis après tout un processus, il est ressuscité. Ça. Les maçons racontent qu'ils sont descendants des maçons du temps du temple de Salomon, et même bien avant, remontant jusqu'à Adam. Mais la plupart des francs-maçons savent que tout ceci est faux, sur un plan de l'histoire et de l'archéologie. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il continue à véhiculer ce mythe, sachant qu'il est faux sur un plan historique et archéologique? Eh bien, tout simplement parce que ce mythe est intéressant sur le plan initiatique. Le symbole, la lecture du mythe a une valeur, une puissance évocatoire pour pratiquer des rites et des jeux scéniques. Voilà pourquoi les francs-maçons utilisent ce rite tout en sachant qu'il est faux. De la même façon, quand Lina Blavatsky raconte l'Atlantide nue, etc., je ne dis pas qu'elle pense que c'est faux. Mais la question, en l'inversant, c'est est-ce qu'on a réellement besoin que ça soit vrai? Oui, c'est ça. En fait, Ouais. qu'est-ce que ça va changer? Tant qu'on comprend le message, les symboles qu'elle veut faire passer, Exactement. finalement. Et là, pour le reste... citer, je vais citer Stanislas de Guaita, qui est un des occultistes qui sont les plus proches intellectuellement. Stanislas de Guaita, à un moment, parle de l'Atlantide, et il raconte l'Atlantide un petit peu de façon 19e, et à la fin, il termine son récit en disant mais au final, je ne sais pas si l'Atlantide existe, et ça n'a fondamentalement aucune espèce d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est le message, le symbole, et l'enseignement et le processus qu'on va pouvoir en tirer. Et là, je pense que c'était tout à fait lucide. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qu'on veut faire du mythe? À quoi nous sert-il? Quel est son usage? Sur un plan matériel historique archéologique, si demain quelqu'un m'apporte la preuve absolue de l'existence d'une civilisation 9000 ans avant notre ère détruite par un déluge, je serai très content. Ça me fera très très plaisir. Néanmoins, c'est pas parce que ça me ferait plaisir que c'est vrai. Voilà l'idée. En revanche, le mythe de l'Atlantide, la légende qu'il véhicule, me passionne depuis ma plus tendre enfance, m'a émerveillé, m'a poussé à lire tout un tas de sujets, m'a poussé à acquérir une connaissance historique dans ces domaines-là, et grâce au mythe de l'Atlantide, j'ai acquis une grande connaissance de l'histoire des civilisations antiques. Je dis grande, c'est pas pour être présomptueux, ça veut dire qu'en gros, grâce au mythe de l'Atlantide, j'ai dû lire un paquet de livres, vulgairement. Si ce mythe n'avait pas existé, peut-être que je n'aurais jamais ouvert un livre d'histoire. Donc ce mythe a bel et bien utile pour moi, a bel et bien eu son utilité pour moi, pour mon cheminement. Tu vois l'idée? Oui, c'est vrai, c'est sûr ça, forcément, bah oui. Après, comme tu le dis, t'as appris plein de choses et ça, c'est le principal, quoi, voilà. Et après, je sais pas s'il y a des questions, excuse-moi, sur le chat, en même temps, parce que je trouve ça super Oui. intéressant, vraiment. Alors, tout ça. question de... Oula, ça remonte. Question d'Iliana. Donc, elle dit « J'aime bien l'idée du multidimensionnel, ça me fait penser à Avalon qui disparaît dans les brumes et elle finit par disparaître à jamais lorsqu'elle change de plan. Est-ce que ça se pourrait que sur le même mode, l'Atlantide est mutée de fréquence au point de passer dans une autre dimension? Du coup, pas de preuve qu'il nous reste en 3D. » C'est pas mal. Tu vas chercher loin, Diana. Alors, elle dit, mais du coup, le principe même du mythe est peut-être depuis toujours dans une autre dimension, en fait, oui, et pas sur Terre. Voilà. Non, cette question des perspectives intéressantes. Alors, en plus, Iliana a cité Avalon, qui est sûrement l'un des plus gros centres d'intérêt, donc pas Avalon en tant que tel, mais le mythe arthurien dans sa globalité, Ah oui, ça, qui est un gros sujet de ma vie, on va dire. Avalon et l'Atlantide, ça arrive que les gens fassent le rapprochement. Alors, celle qui a largement franchi le pas, c'est Marion Zimmer Bradley, auteur de romans
arthurien un peu revisité, dans une vision un peu plus païenne, si je puis dire. Très très bon livre, hein, c'est pas du tout une critique, et qui fait notamment assez facilement le pont entre l'Atlantide et Avalon. Sauf que si on revient aux sources médiévales du mythe arthurien, et notamment en ce qui concerne Avalon, il n'y a pas grand-chose en commun entre Avalon et l'Atlantide. Déjà parce qu'Avalon n'est pas un monde guerrier, n'est pas un monde gigantesque, c'est un monde lointain, inaccessible. En gros, qui peut aller sur Avalon? Seuls peuvent y aller les gens dotés de qualités magiques, des fées, type Morgane, Viviane et d'autres, Marlin, Taliesin, ou éventuellement un humain qui connaîtrait les mots magiques ou qui serait accompagné d'une de ces dites fées ou de ces dites druides ou autre chose. Donc, entendu, l'idée c'est que les brumes d'Avalon, c'est un symbole pour définir qu'on passe dans un autre plan, comme une sorte de transe mystique qui veut dire qu'on va dans l'au-delà ou le monde d'après. Avalon, c'est l'autre rive, c'est l'île sur l'autre rive de la vie et de la mort. Vous pourrez le voir comme ça. Donc il n'y a pas de rapport avec l'Atlantide. L'Atlantide, c'est considéré comme une civilisation qui pourrait possiblement exister. L'Avalon, on n'est pas du tout sur quelque chose d'humain, on est quelque chose qui se trouve hors du monde, à la base. L'Atlantide, c'est pas comme ça que le définit Platon, du moins. Platon le définit comme quelque chose de temporel et de palpable, alors que Avalon, pas du tout, évidemment. Il y a cette idée aussi avec Avalon, c'est la séparation de l'eau. En réalité, dans à peu près toutes les mythologies du monde, l'eau est un élément récurrent qui sépare le monde des vivants et des morts. Par exemple, on a le fleuve Styx ou Achéron chez les Grecs, on a la rivière, je n'ai plus le nom en tête, au Japon, enfin, dans le bouddhisme tibétain, japonais et chinois et indien, on a une rivière qui sépare le monde des vivants et des morts. On va retrouver la même chose sensiblement à peu près partout, l'idée de l'eau qui sépare. Alors, pour Avalon, c'est un lac, mais l'idée est la même. On a une barque qui traverse un peu comme avec Charon. Ah ouais, non, mais c'est, comme tu le dis, c'est des perspectives intéressantes, quoi, parce que bon, de voir un petit peu pourquoi ça serait dans une autre dimension ou non, mais oui, comme tu dis, Platon, bien sûr que pour lui, c'était physique, quoi, c'était quelque chose de tangible qui existe ou non, finalement, mais en même temps, qui était quand même sur Terre, quoi. Bah, disons qu'il s'inspire d'éléments qui, en tout cas, sont Oui, tout à fait palpables et intéressants à étudier. oui, 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 oui. Si on veut voir le mythe comme une sorte d'autre monde, une autre réalité, j'y vois pas d'objection. Mm. J'y vois pas d'objection. Mais dans ce cas, on va devoir larguer au passage un paquet d'éléments qui seraient dérangeants dans une perspective spirituelle. Oui, Puisque oui, si oui. on lit Platon, l'Atlantide, bah, c'est pas la panacée, c'est pas l'Éden, quoi, clairement. Bah, Donc, ça, c'est sûr. je trouve pas ça forcément hyper légitime de vouloir faire de l'Atlantide une sorte de paradis mystique, euh, comme Shambhala. Hein. Shambhala, chez les bouddhistes, oui, là, on est sur l'idée du paradis Shambhala, mystique, oui, de la terre pure, du lieu parfait. oui. Oui, pour Shambhala, mais c'est pas du tout le même mythe que l'Atlantide, justement. Donc, Mm. l'Atlantide, on est vraiment sur quelque chose qui montre qu'une civilisation peut devenir glorieuse et peut s'effondrer. Et ça, c'est intéressant, puisque toutes les civilisations l'ont vécu. Rome a été grande et s'est effondrée. Nous vivons Oui. dans une civilisation peut-être grande et nous nous effondrerons tôt ou tard. C'est comme ça. Ça, c'est le cycle des civilisations. Donc, c'est ça l'allégorie de l'Atlantide qui est intéressante. C'est que toute Et chose est une puis, fin. oui. Mais qu'est-ce que tu penses des théories aussi qui disent que enfin, l'Atlantide aussi, ce serait justement par rapport aux pyramides aussi, que ce peuple aurait construit des pyramides, que ça viendrait enfin, ce qui reste de l'Atlantide. Tu vois, j'avais lu ça aussi il y a pas longtemps. Mais Bon, le problème, c'est toujours pareil, c'est qui dit ça? Qui dit quoi? mais Est-ce ouais, que c'est Platon ça, quoi. dit qu'il y a des pyramides en Atlantide? Non. Est-ce que Mm. les contemporains de Platon le disent? Non. Est-ce que Diodore de Sicile le dit? Non. Qui le dit? Et c'est ça, en fait, Mais, la ouais, c'est ça. difficulté, c'est que ces différents éléments qui sont apportés dans la légende, qui sont rajoutés à la légende, ce sont des hypothèses. Moi, j'ai Bah, rien c'est contre les ça. hypothèses. Mais une hypothèse, ça repose sur rien. Ah, mais ça Il faut des m'intrigue, éléments moi, si pour pouvoir les appuyer. tu vois, ça, je me dis, mais où est-ce qu'ils vont chercher, tu Je peux comprendre que ça t'intrigue, mais moi, à ta place, ce qui m'intriguerait, c'est pourquoi ces gens disent ça. Mais oui, non, mais c'est ça justement, Pourquoi c'est ils le ça. disent? Ont-ils un Oui, élément qui leur permet de le penser? voilà. Alors peut-être que si tu les écoutes, ils vont chercher dans les mémoires akashiques et tout ce que Ben tu oui, veux. mais Bon, voilà. je peux comprendre dans une recherche spirituelle, mais dans une Oui, c'est recherche ça. pratico-pratique matérielle, ça n'est pas recevable. Et oui. Encore une fois, moi je veux bien le fait d'avoir une quête spirituelle et une recherche archéologique en même temps, j'y suis pas opposé, c'est ce que je fais. Le problème, Oui. c'est qu'il faut savoir un moment où s'arrête l'un et où commence l'autre. Que spirituellement, on puisse hypothétiser que les Atlantes aient eu des pyramides, j'y vois pas d'objection. C'est ce que font par exemple les Rosicruciens, hein, mettre Oui, des c'est ça. pyramides Bah, à je peu parlais près de partout en se référant à l'Atlantide, ces deux dont je te parlais parce que j'avais lu ça chez les et Rosicruciens, j'y justement. vois Oui. aucune objection, sous réserve qu'on se limite dans un champ spirituel. S'ils veulent le D'accord. démontrer sur un plan archéologique historique, bah, ils n'ont rien. Donc, Mhm. on y croit pas, c'est leur liberté, mais archéologiquement, c'est pas recevable à l'État.
Bah, du Ouais, moins, je rien ne permet objectivement de le penser. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant. Je, Bah, c'est je eux, vais te prendre un exemple pour illustrer les problèmes de tous ces biais méthodologiques. Oui, On nous dit souvent que les pyramides d'Égypte, c'est intriguant, etc. C'est ça. Et puis on dit, ah, puis regardez, les Mayas, les Aztèques, ils ont aussi des pyramides, ce n'est pas un hasard, ça prouve qu'il y a une cohérence, une civilisation mondiale, tout ce qu'on veut. Alors déjà, moi, la première chose qui m'intrigue, c'est que quand quelqu'un dit ça, il oublie un élément absolument essentiel, c'est que, objectivement, les pyramides aztèques et mayas ne ressemblent pas aux pyramides égyptiennes, si ce n'est si on regarde avec des jumelles et de très très loin. En réalité, les pyramides mayas et aztèques ressemblent beaucoup, 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 beaucoup plus aux ziggourats mésopotamiennes. Ça, c'est la première base déjà. Or, qu'est-ce que les pyramides mayas et aztèques? Ce sont des temples dédiés au culte à une divinité, où avaient lieu des sacrifices et tout un tas d'autres rites. Ça, c'est un fait. Les pyramides d'Égypte, il y a des débats. Est-ce des tombeaux? Est-ce des cénotaphes? Mais dans tous les cas, ce n'est pas un temple. Ce n'est pas un endroit où est célébré le culte d'une divinité. Qu'il y ait eu des choses, des rites, c'est possible, mais pas un culte à une divinité clairement identifiée au sens maya ou aztèque du terme, ou même au sens mésopotamien du terme. Donc le rapprochement pyramide d'Amérique et pyramide d'Égypte, il est basé que sur une vague ressemblance lointaine et pas du tout sur le détail. Les méthodes de construction ne sont pas les mêmes, les formes ne sont pas les mêmes, ce qu'il y a dedans n'est pas les mêmes, l'architecture, les mortiers ne sont pas les mêmes, rien n'est pareil. Donc c'est toujours le problème d'une recherche souvent historique archéologique, c'est que souvent on se limite à des images et on ne creuse pas les sujets. Et si on ne creuse pas le sujet, on reste sur des stéréotypes et des idées toutes faites. C'est le gros problème. Prends un exemple, j'aime bien le citer celui-là. Souvent, dans le cadre d'une recherche spirituelle mêlée à l'archéologie-histoire, je vois une photo qui circule sur Facebook où d'un côté je vois un caducée d'Hermès, vous savez le bâton avec les ailes et les doubles serpents qui s'enroulent, une photo de la Kundalini avec le personnage et les 7 chakras et les 2 serpents qui s'enroulent, et le brin d'Éden avec les 2 brins qui s'enroulent. Je vois une photo postée sur Facebook avec un message, regardez la tradition primordiale. Et moi j'ai envie de poser à ces gens, et est-ce que tu peux développer? Et là, regarde, c'est la même chose, ça prouve que les anciens connaissaient la même chose. Peux-tu développer? Quel est le symbole? Pourquoi 2 serpents? Pourquoi le bâton? Pourquoi les ailes? Pourquoi les 7 chakras? Pourquoi... Est-ce qu'on peut développer? Est-ce qu'on peut dans le monde de la spiritualité, il faut sortir de la surface. Il faut aller. Enfin, là, je suis un peu critique, mais souvent, on se met dans une démarche ésotérique, mais en réalité, on est à la surface. On n'est pas dans l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est d'aller chercher en profondeur, de pousser un chemin de connaissance. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur une photo ou une vague ressemblance. Il faut creuser, tenter de comprendre d'où vient le symbole, le contextualiser, comprendre le message symbolique éventuellement que l'auteur a voulu véhiculer, voir s'il y a des comparaisons avec les autres éléments divers et variés. Et tout ceci, c'est une vie de recherche, si je puis dire. Donc, si on est sur la surface et qu'on dit pyramide égale pyramide, on n'est pas dans l'ésotérisme, on est dans l'exotérisme. Okay. Oui, mais oui. Oui, Caro? Ah, il y a des remarques et des remarques. Oui, il y a plein de remarques. Oui, alors oui. là, il faut, c'est très très bien. Parce que ça, Donc, voilà, ça fait parler, ça fait papoter sur le chat, c'est super. Vas-y, voilà, vas-y, donc Caro. Cadric, on en était sur Avalon en fait. Donc qui dit, j'avais déjà pensé à cette théorie de plan subtil pour Avalon et je n'ai pas réussi à statuer. Voilà. Opakiona, j'ai eu à lire un livre écrit sous hypnose qui nous raconte la vie quotidienne des Atlantes auprès des Égyptiens et la manière dont ils se sont autodétruits. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi les Égyptiens ne parlent pas des Atlantes dans leur texte, parce que les Égyptiens ont cet avantage d'être bavards. Ils ont beaucoup écrit. Et en pire que ça, c'est que les rois, ou les pharaons d'Égypte, avaient cette manie d'être très 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 mégalomane et d'écrire tous leurs exploits dès qu'ils ont fait un truc. Donc assez pratique. C'est assez pratique. Oui. Et ce qui fait que quels sont les éléments dans la littérature et le matériel égyptien qui nous permettent de dire que les Égyptiens ont côtoyé les Atlantes. Et du coup, la question suivante serait, c'est qui les Atlantes? Parce que si du coup, on revient à ce que je disais tout à l'heure, si les Atlantes, c'est les peuples de la mer, du coup, oui, là, on a des communications entre les Égyptiens et les peuples de la mer, par contre. Et ça s'est pas très bien passé, d'ailleurs. Non. Puisqu'ils se sont livrés une guerre de 50 ou 100 ans, quand même. Oui, quand même, oui. Oui, Caro, vas-y, après. Alors, il y a Iliana donc, qui dit « Je ne reconnais pas mon Atlantide dans ce que dit Platon, donc j'ai du mal à m'affilier à son texte. Pour moi, l'Atlantide, c'est un peu Avatar, en fait. » Bon. Du coup, voilà. Utilise un autre mot, parce que l'Atlantide, il est connoté. Platon. C'est son copyright, comme j'ai dit, c'est un droit d'auteur, quasiment. Donc, pourquoi te limiter au terme Atlantide? En fait, c'est ça la question que je proposais. C'est pas une critique, hein, comprends-le. C'est une question que je me suis posée pour moi-même il y a très très longtemps. Hein.
Ah oui. Du coup, je suis assez sensible à tout un tas de choses qui peuvent véhiculer sur le mythe moderne de l'Atlantide. Mais du coup, j'ai arrêté de l'appeler Atlantide. En fait, je lui donne d'autres noms plus adaptés, parce que l'Atlantide, ça veut dire quelque chose. Et c'est un peu un truc qu'on trouve souvent en spirituel, c'est l'idée du logos, le mot de pouvoir. Le nom a une puissance. Or, ce mot Atlantide, il a une puissance. Il a une puissance telle qu'on est dans une toile d'araignée complexe. Alors, vaut mieux en sortir, utiliser un mot plus adapté et peut-être plus neutre, qui nous permet de travailler sereinement. Ouais. Dans un cadre spirituel, j'entends. Oui, 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 bien sûr. Oui, Alors, donc, elle Les Atlantides, continue. c'est nous enfermer. c'est ça. Donc, elle continue. J'ai lu dans un bouquin que l'Atlantide était conçue sur le mode de l'unité de vie. Donc, finalement, chacun avait sa juste place de la naissance jusqu'à la mort. Et tout était parfaitement ordonné et agencé, au point que les Atlantes ne cheminaient pas et n'expérimentaient pas. C'était comme des enfants tout-puissants à qui la vie donnait tout ce qu'il leur fallait. Ça se serait effondré parce que ce fonctionnement ne développait aucune énergie de vie, et il a fallu la chute pour que la dualité humaine s'installe et que les hommes évoluent dans leur expérience d'incarnation. Ah oui, parce qu'il y en a, ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est comme si ils apprenaient rien du tout, finalement, vivaient comme ça au gré de tout et de rien, enfin, je sais pas. J'ai jamais entendu parler de ça, par contre. Alors là, Non, c'est pas des. Ça existe, hein, ce type de récit, c'est pas du tout rare. Ça arrive assez d'accord. souvent. Ah ben, je Mais en connaissais pas fait, du tout. j'emploie toujours le même problème, c'est pourquoi utiliser le mot Atlantide? Mhm. Parce que ça ne correspond pas à ce que décrit Platon. D'accord. Donc, du coup, utilisons un autre mot. Parlons d'un peuple mystique qui vivait dans une phase, si j'ai bien compris le propos, donc dans une phase d'immobilisme, tout en étant une sorte de perfection Ah ouais, naturelle. c'est ça, Eh quoi. bien, je vais citer un exemple. Les anges, l'humain avant la chute, Ah jardin oui, d'Éden. oui, oui, En c'est fait, vrai. ce que tu décris, ou ce que l'auteur a décrit en ces termes, il décrit la situation d'immobilisme du jardin d'Éden, avant le passage du fruit de la connaissance du bien et du mal. Si on faisait une comparaison mythique, ce que tu décris ressemble beaucoup plus au jardin d'Éden qu'à l'Atlantide de Platon. Oui. Ouais, c'est pas mal, ça. T'as raison, c'est sûr. Alors, Cadric, on a même retrouvé des pyramides en Bretagne et aucun rapport avec les Égyptiens. Voilà. Où ça, en Bretagne? À Cadric, si tu... Ah, Cadric, si tu veux, vas-y, Voilà. développe, hein, si tu veux. Alors, Mohamed, bonsoir. Je suis votre chaîne YouTube. Je trouve vos analyses plutôt pertinentes. Ma question est de savoir, pensez-vous qu'il y aurait des Atlantes qui auraient survécu jusqu'à nos jours, et est-ce que notre société actuelle est-elle en face de se rapprocher le plus possible des Atlantes? Merci. Merci Mohamed pour ton message. Est-ce que des Atlantes ont survécu? Alors là, on place déjà plusieurs problématiques. Si les Atlantes ont survécu de l'époque qu'on leur prête possiblement, j'entends de Platon, ça voudrait dire que sous-entendu, ils ont une sorte d'immortalité corporelle. Donc est-ce que des Atlantes ont survécu corporellement? Eh bien, à ce stade, je serais tenté de dire que c'est hautement douteux. La deuxième chose, c'est est-ce que des Atlantes ont pu survivre spirituellement? Alors là, je sors de mon cadre, je sors de la casquette historien. Sur un plan spirituel, moi je crois à la vie après la mort. Donc, de ce fait, ça veut dire que je pense que tous les Atlantes ont survécu, mais sur une forme spirituelle. Maintenant, si on élargit un petit peu le propos, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se considérer comme les descendants génétiques, biologiques des Atlantes? Eh bien, oui, tout comme moi-même, je suis les descendants de mes parents, de mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Si on considère que l'Atlantide, ou les Atlantes correspondent à quelque chose d'historiquement valable, eh bien, ces gens ont eu des descendants, donc il y a un lignage qui s'est fait. Alors, évidemment, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais si je parle uniquement de ma théorie, celle que je défends dans mon bouquin, je considère que les gens qui sont porteurs de l'aplogroupe génétique G2A sont plus propices d'être des descendants des peuples de la mer, en Sardaigne et en Corse ou certains coins d'Espagne. Mais c'est tout, grosso modo. Donc je pense que l'idée du filiage biologique génétique est inintéressant, à mon sens, puisque s'il y avait des gens qui avaient une qualité, ça se saurait aujourd'hui nativement. C'est pas vraiment le cas si on observe. On est tous à peu près pareils. Et par contre, l'idée d'une survivance spirituelle ou autre, ça c'est intéressant. Peut-être que, par exemple, des gens qui pensent être en contact avec des maîtres spirituels de l'au-delà, Voilà, peut-être qu'ils c'est sont en ça. contact avec des entités qui ont vécu dans des temps anciens. Alors, Ça se on peut peut, dire on l'entend. Atlantide, mais Oui. on peut aussi dire Égypte antique, Mésopotamie, Hmm. civilisation de la vallée de l'Indus. Atlantide, ça devient qu'un mot.
Voilà. Oui, on en entend beaucoup parler de ça en ce moment, hein, tu sais, justement, des personnes qui auraient des contacts avec des maîtres et tout. Bon, on parle des maîtres ascensionnés. Bon, j'y connais rien, moi, là-dedans. Je t'avoue que je suis pas doué. C'est des termes qui me parlent pas vraiment, mais on en entend beaucoup parler de tout ça, hein, vraiment. Oui, puis pas que d'aujourd'hui, en fait, ça a toujours existé sous Non. des noms plus ou moins variables. Mais moi non plus, Hmm. j'y suis pas opposé dans un cadre spirituel et mystique. Oui, c'est ça. Ça fait partie de mes recherches. En revanche, encore une fois, laisse-nous cloisonner 2 minutes, c'est-à-dire que le contact avec un maître ascensionné, quel qu'il soit et quel que soit son nom, n'est pas une preuve de l'existence empirique objective Oui. sur le plan physique. Hmm, hmm. C'est Ouais, simplement cette ligne de démarcation. oui, oui, oui. Non, mais oui, je comprends. Après, entre le physique et le spirituel, c'est clair que bah, là, pour l'Atlantide, en tout cas, il y a une marche, quoi. C'est ça, c'est vrai que. Mais c'est tellement mystérieux, tu vois, c'est ça aussi. Bah, C'est ça. Le... c'est mystérieux, pourquoi? Bah, c'est mystérieux, pourquoi? Bah, parce que justement, Platon. Et d'abord, est-ce que beaucoup de gens savent que c'est Platon à la base? C'est ça Bon, aussi. si une personne ne sait pas que c'est Platon de la base, c'est qu'il est encore au tout début de la recherche, si je puis dire. Non, mais en fait, je vais utiliser le terme que tu as employé, le terme mystérieux. C'est volontairement, si je t'ai posé la question. Oui, oui, Mystérieux, oui. c'est un mot qu'on emploie un peu dans tous les sens aujourd'hui pour dire en gros choses bizarres ou choses incompréhensibles Ouais, où on c'est a du mal ça, à quoi. saisir. Et Hmm. en fait, ça vient à l'origine du mot grec de mystère. Mystère, c'est ce qui est donné à celui qui a été initié, dans le cadre des traditions grecques, d'un mot grec. En gros, qu'est-ce que ça veut dire plus largement? Ça veut dire que le mystère, c'est un secret qui est de nature spirituelle, de nature gnostique, si on voulait, par exemple, qui s'acquiert via un processus initiatique et une recherche de connaissances. Donc le mystère, en traduction la plus simple qui soit, c'est en gros le secret des dieux, très vulgairement. Donc, quand on dit l'Atlantide, c'est mystérieux, bah, non, c'est une énigme historique, c'est pas mystérieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour jouer sur ces mots. Oui, 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 La non, petite mais nuance. je veux bien, oui, Parce je que comprends, hein. le mot mystère, le mystérieux, c'est qu'on l'emploie comme si on voulait lui prêter une nature spirituelle ou une nature religieuse. Mais il n'y a pas Mais c'est forcément de ça, logique en fait, spirituelle dans c'est la base ça. de l'affaire de l'Atlantide. C'est Hmm. en fait ça le gros piège de l'Atlantide, c'est que c'est pas forcément fait pour être un récit à nature spirituelle. Philosophique, oui, sans aucun doute. Oui, Allégorique, oui, oui, oui. sans aucun doute. Métaphorique, oui, sans aucun doute. Spirituel, ça m'étonnerait. Platon utilise d'autres vecteurs pour parler spiritualité. Oui. Enfin, après, il y a des touches de spiritualité dans le récit même de l'Atlantide, bien évidemment, pour critiquer encore une fois la société athénienne et tout un tas de choses. Mais avant Mhm. tout, c'est une critique politique. Oui. Ah, c'est ça, enfin, c'est vrai Encore une que. fois, j'y reviens, excuse-moi, mais le mythe de Shambhala est beaucoup plus intéressant spirituellement que le mythe de Ah, l'Atlantide. bah ça, c'est clair que Shambhala, ouais, c'est. D'ailleurs, quand j'en avais entendu parler il y a longtemps de ça, maintenant, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je sais pas, tout ça, enfin, je comprenais pas du tout. Je me suis dit, mais ça n'existe pas, c'est quoi? C'est pas physique, c'est pas. Ça me paraît moins physique que l'Atlantide. Enfin, justement, tu vois, ça me paraît plus dans le monde de l'invisible, quoi. Je sais pas Oui, bah, il y pourquoi. a des débats, c'est toute notre recherche qui nous amènerait quand même assez loin. Mais Oui, l'idée, voilà, c'est c'est ça. qu'on on est, Shambhala, le postulat de base, c'est-à-dire le but de l'auteur dans le Kalachakra, donc le Tantra Kalachakra qui écrit le mythe de Shambhala, Oui, l'idée, c'est que son but, c'est avant tout de donner un message spirituel, c'est un texte religieux. oui, c'est ça. Donc, Mm. c'est pas un texte de philosophe. Ça change quand même tout dans l'approche, si tu veux. Donc, à la base, Shambhala est fait pour être un lieu spirituel, tout comme Oui, Avalon, par exemple, ou même Hyperborée, d'ailleurs. Alors que Atlantide n'est pas fait pour être un lieu spirituel, c'est fait pour être un lieu qui montre l'effondrement d'une civilisation comme modèle. d'accord. Donc, c'est fait pour montrer la décadence d'une civilisation. C'est pas quelque chose de positif, Non. l'Atlantide, dans la bouche Bah, de Platon. non, mais non, ce que tu dis là, justement, t'as lu dans mes pensées, je me suis dit, mais dis donc, c'est pas positif comme ce qu'on peut imaginer. Justement, tu vois, c'est ça, quoi. Eh oui, c'est pas C'est l'idée, vrai. hein. Tout à Ben fait. non, 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 c'est vrai. Ah oui. Ah, c'est fou, ça, quand même, parce que, tu vois, là, même sur le chat, bah, je me dis, mais les auditeurs, comme moi d'ailleurs, hein, je me disais, oui, c'était quelque chose de. Des personnes qui étaient assez sages, justement, qui avaient une certaine art de vivre, enfin, tu vois, de ce que j'en ai lu, mais il y a tellement, comme tu C'est les disais, Grégor. C'est les oui, Grégor, c'est-à-dire c'est les qu'à Grégor. force de Oui, mythifier cette histoire, à force que tout le monde a écrit, que les films, etc. Alors moi je suis un grand fan de manga japonais, il y a un ah manga que oui. j'aimais beaucoup dans les années 90, c'était Nadia, le secret de l'eau bleue. Pour ceux qui Ah, l'ont bah c'est. connu. Pour la Alors, petite oui. information, l'Atlantide, l'Empire perdu de Disney est un plagiat de Nadia, le secret de l'eau bleue. Ah oui. Dans cette histoire, on a une héroïne, tout un tas de personnages, on a la fin du 19e, et tout d'un coup, on a l'Atlantide avec des cités volantes, des cités sous-marines et tout ce qu'on veut. Et c'est Oui. un super récit. On est complètement sur le récit de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, et on y rajoute à ça le mythe de l'Atlantide. Mais ce qui est le plus important encore dans toute cette histoire, c'est que tout ceci, ces gens qui ont fait ces œuvres de fiction,
Ils sont passionnés comme nous par cette Mais histoire. c'est vrai ça. Et au fur et à mesure, tout ceci se greffe et amplifie le mythe et lui donne une résonance. Aujourd'hui, moi, malgré mes recherches historiques, quand je pense Atlantide, je pense à Ned Gale sur Crête le Bleu, je pense à des cités sous-marines et des cités volantes. Je ne peux pas m'en Oui. empêcher Bah, c'est dans bien dans ça, mon ça subconscient. aussi. Mais oui, Et forcément. pourtant, ça n'a aucune forme de logique sur le plan matériel. C'est Oui. juste un égrégore qui s'est construit autour de ce mot valise Atlantide, qui fait qu'aujourd'hui, on voit les Atlantides comme une sorte de paradis merveilleux, gigantissime, alors que non, c'est une cité symbole de la décadence et l'écroulement d'une civilisation, à la Ouais, base. oui. Il n'y a un pas gigantesque. Et ça nous amène, à mon sens, sur un plan ésotérique, sur un mauvais égrégore. Puisqu'on se réfère positivement à quelque chose qui, à la base, n'est pas fait pour ça. Mais et dans les livres aussi où on parle d'Atlantide, parfois on parle des Lémuriens. Tu sais, tu disais tout à l'heure aussi, les Lémuriens, c'est pareil, ce serait une Atlantide qui aurait été, comment dire, non pas Dans forcément. l'océan Indien. Ah, oui, voilà, l'océan. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et que ce serait un peu comme ça. Alors, je sais pas, toi aussi, tu as dû entendre C'est ça. pareil, c'est un mythe du 19e siècle, hein, c'est la même Ouais, chose. c'est C'est une ça. construction du 19e où, au moment où Fou, ça, quand même. Moi, je on a pensais que ça, dupliqué le mythe de l'Atlantide sur tous les je océans. pensais que ça datait vachement, enfin, d'il y a super longtemps, tu Non, vois, pas du hein. tout, pas du tout, pas du tout. Beaucoup de D'accord. mythes Parce que sont récents. Je vais te prendre un autre exemple oui, encore plus caricatural. Euh, L'Agartha. oui, De quand ça l'Agartha, ouais. date, à ton avis? Bon, alors là, pour moi, ça date de plusieurs siècles. Ça date d'un roman de Louis Jolivet écrit à la fin du 19e siècle. Ah L'Agartha, ouais, non, mais je pensais pas. c'est un mot inventé dans un roman. Ce n'est pas du tout, du Ah, tout un d'accord. mythe qui existe en Et, Asie. mais pourtant, on en parle dans plein de livres de spiritualité et Ben tout, oui, mais parce que l'Agartha. René Guénon, à un moment, utilisait ce mot pour définir un concept mystique. Mais c'est-à-dire Oui, que oui, quand oui. René Guénon utilise le mot Agartha, c'est un nom qu'il utilise pour faire passer un message. Mhm. Et depuis, les gens prennent René Guénon comme une vérité. Oui, Mais il faut alors oui. décoder Guénon. Le principe même d'une écriture, d'un texte ésotérique, c'est qu'il ne faut pas forcément le prendre au premier degré. Il faut voir Oui, le symbolisme. Et donc, du coup, l'Agartha est devenu un élément courant. Aujourd'hui, les gens cherchent l'Agartha, le Terre Creuse et tout un tas c'est d'autres ça. choses pour un mot qui a un Ah ouais. petit peu plus de 100 ans. Et tu dis, c'est René Guénon qui a trouvé Non, non, c'est ce pas René mot. Guénon, c'est Louis Jolivet, c'est un petit peu plus tôt. D'accord. Mais c'est avant Guénon. Guénon, c'est celui qui va propulser ce mot comme un élément traditionnel et spirituel. Mais D'accord. c'est tout récent. Enfin, pour être exact, il y a Alexandre Saint-Philippe d'Alivette qui a aussi utilisé le mot Agartha un petit peu avant Guénon, mais on est dans les mêmes créneaux de date. Tu vois. Oui, d'accord. Oui, donc c'est C'est récent. l'époque, c'est l'occultisme bouillonnant fin 19e, avec plein de personnages beaux en couleur, mais ben, oui, il y a plein de choses qui ont été inventées textuellement Ah parlant à cette oui, époque. d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment des égrégores, hein, comme tu le dis, c'est Bien sûr. sûr, bien sûr. Mais c'est pas pour autant, encore une fois, si on va dans un plan spirituel mystique, c'est tout à fait intéressant. Et Oui, oui. il y a des buts même à ça. Parce que je ne voudrais pas, encore une fois, que les auditeurs croient que je suis critique envers ces occultistes. C'est des personnages que j'ai beaucoup d'affection pour tous ces personnages, Oui. tout en étant conscient qu'ils ont inventé tout un tas de choses. Je D'accord. pense qu'ils avaient des buts en les inventant. Oui, sûrement. Oui, oui. Après, certains y croyaient hein, aussi, il ne faut pas se leurrer non plus. Bah, ouais, mais c'est que Mais, parfois on a envie d'y croire aussi. mais bien sûr qu'on a envie d'y Tu croire. Et vois, tu c'est as tout ça, dit. quoi. Eh oui. Limite, on aurait pu commencer finir l'émission sur cette simple phrase. On a envie d'y croire. Et Ben c'est ça oui. la base. Mais pourquoi on a envie d'y croire? Ben ça donne à rêver, ça donne, non, je sais Oui, ça pas, donne à c'est. rêver parce que on n'a pas envie, toi, moi et beaucoup de gens, on n'a pas envie de vivre dans un monde qu'on considère comme mort, qu'on considère C'est comme ça. terne. On a envie que les Marvel existent. On a envie de Ben pouvoir faire du oui, Kamehameha avec ses mains. c'est ça. On a envie que le merveilleux existe dans notre monde. Ben oui. Et je pense, en fait, mais là je déborde complètement du sujet de l'Atlantide, mais dans une quête ésotérique, à un moment on est confronté à ce rêve, au fantasme. On est confronté à Oui. l'idée de se dire, on voudrait manipuler mon chi, genre dans les arts martiaux, et pouvoir projeter mon adversaire à distance. Puis à un moment, je vais bien me rendre compte que ça ne marche pas, effectivement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le chi n'existe pas, ou simplement je suis devant le miroir aux alouettes, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, la spiritualité, c'est comme un ballon, hein. Elle n'est pas dans le monde matériel. La spiritualité, elle est dans ce monde à côté, parallèle au nôtre, dans ce monde magique, ce monde invisible. Donc, quand on recherche des choses sur le plan spirituel, quand on s'intéresse à des choses sur le plan spirituel, vouloir en rechercher des manifestations dans la matière est à mon sens une perte de temps et surtout une énorme aspiration de l'ego qui en fait nous fait perdre le cœur du problème. Le cœur de recherche ésotérique, une recherche intérieure, n'est pas faite pour se placer, à mon sens, dans le monde de la matière. Donc les boules de feu, niet, et quand on comprend que ça marche pas, peut-être qu'elles ont lieu dans l'invisible, peut-être. Ah, mais c'est ça, c'est. Alors, il y a Donc plein de messages. Oh là là. ça nous fait rêver
Ça nous Pourquoi? fait Parce rêver, qu'on mais a oui. envie que le merveilleux rentre dans le monde de la matière. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La magie, le merveilleux, quoi, forcément, quoi. La magie, à titre personnel, je pense qu'elle est là. C'est juste qu'on la voit pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que le C'est fait de vrai. la voir va la rendre plus réelle et plus palpable? Je prends un exemple très, 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 très idiot. Mais si je découvre demain qu'il y a des individus qui sont capables de faire tout un tas de choses merveilleuses psychiquement, Oui. observables dans le monde matériel, et que moi je ne suis pas capable, ça ne rendra pas mon monde à moi merveilleux. Bah non, ça c'est sûr. Au contraire, ça pourrait même Au être contraire, ça pire en pourrait disant même. putain, c'est terrible, Ouais. pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi ils y Pourquoi moi, arrivent? Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça rendrait le monde T'as raison. terrible. Alors du C'est coup, vrai en plus. imaginons un Oui. instant, si on prend cet égrégore de l'Atlantide, on dit bah, l'Atlantide, ok, ça me ferait rêver, ça me ferait tellement plaisir qu'il existe. Ok, on part sur ce postulat. Maintenant, on part sur le deuxième postulat en disant oui, en fait, on ne va pas s'intéresser à Platon. L'Atlantide, c'était une civilisation comme les anciens dans Stargate, avec des cristaux d'énergie, très développés, très intelligents, très spirituels et tout un tas de choses. Et en fait, c'est terrifiant. Regardez ce qu'on est devenu. Oui, c'est vrai. Avec ça, c'est sûr. Et alors après, on peut bien aller dans l'idée de dire, bah oui, mais ça peut revenir. Bah oui, mais ça se fait pas en un jour et on le verra pas de notre vivant, hein. C'est pas pour nous, les gars, C'est hein. pas maintenant, non, c'est sûr. Donc du coup, je vois pas en quoi l'existence réelle de l'Atlantide devient merveilleuse, si on prend le temps de l'analyser. Oui. Alors, il y a Même plein, plein, si, plein, plein. encore une fois, Oui. là, j'essaie d'être pragmatique, et moi, ça me ferait plaisir que ça existe. Mais ça Bah, t'empêche que, oui. rationnellement parlant, ça n'a aucun intérêt. Bah, puis après, tu te dis, ouais, mais non, mais moi, je peux y aller là-bas. Et puis, toi, non. Par contre, c'est pas possible. C'est pas possible. Selon ce que tu as fait ou non, selon les pouvoirs, parce que parler de magie, ça pourrait rendre aussi un peu jaloux les autres, l'orgueil et compagnie. Voilà, quoi. Bah, ce qui est fascinant, encore une fois, on est loin du sujet, mais si tu prends deux adeptes des sciences occultes, de la magie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe d'ailleurs, tu prends Oui. deux adeptes, ce qui est très intéressant, c'est que de l'extérieur, t'es pas capable de dire celui qui y arrive et celui qui n'y arrive pas. Tu peux avoir un Oui. mythomane illusionniste au milieu et tu peux avoir une personne qui y arrive tout à fait à côté. Il n'y a rien qui te permet, sur un plan physique, de le savoir. Après, évidemment, sur l'analyse psychologique, les yeux, le machin, il y a tout un tas d'éléments Mhm. aussi. Mais on sort d'une analyse purement en bassement matériel, si je puis dire, énergétique. Donc c'est Oui. ça qui est assez fantastique, c'est que le merveilleux, il est tout autour de nous, mais on peut ne pas le voir. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vrai. Et Oui, oui. celui qui ne le voit pas n'est pas offusqué de ne pas le voir, parce qu'il se dit que les autres ne le voient pas non plus. Bah, C'est si bien les autres fait, le en voient fait. pas, oui, c'est sûr. C'est bien fait, en fait. Ouais, c'est vrai. Oh là là, il y a plein, plein de. Écoute, Ludovic, c'est bien parce que l'émission, ça passionne les gens. Il y a Tant beaucoup mieux, de messages sur le tant mieux chat, si là. les C'est gens bon, ça. sont contents Ah aussi, oui, le oui, non, mais principal. vraiment, c'est génial. Alors là, il y a de la Alors, lecture. Bah, t'es ouais. dessus, toi, Ludovic? Oui, hein, de toute façon. Tu vois Oui, je l'avais ouvert en parallèle, mais Ouais, ouais, c'est je bien, ne c'est lis comme pas ça. tout. Caro, si tu veux, il y a les messages Ok, aussi. ok. Donc il y a Iliana qui dit, dans un autre livre, j'ai vu au contraire que les premiers Égyptiens étaient les Atlantes survivants à la montée des eaux et qu'ils étaient édifiés par les petits hommes d'Égypte comme des dieux, ce qui aurait donné Isis et tutti quanti. Voilà. Et pourquoi pas, mais même réponse, c'est-à-dire Ouais. que quelles sont les sources? Ouais, Quelles c'est sont les ça, sources? bah C'est oui, toujours pareil. bien C'est sûr. toujours pareil, toujours Oui. pareil. C'est des théories, quoi. C'est pas des théories, c'est des hypothèses. Des C'est là hypothèses, que oui. la frontière est fine. Mm, Une théorie ouais, repose sur des éléments. ouais, c'est ça. Une théorie n'est pas un fait, hein, bien entendu. Mm. Tout ce que j'ai avancé, notamment sur les clubs de la mer, sont des théories précises, pas des faits empiriques, mais c'est des théories. Ça s'appuie sur des éléments. Bon, tout ça dans le bouquin, je ne pouvais pas tout résumer, notamment tout dater Ah non, c'est pas là possible. en émission. Mais une hypothèse, en gros, c'est simple. Tiens, moi, je pense que les Celtes ont bâti les mégalithes. Et je pense aussi que les Celtes ont été dans l'espace et qu'ils ont été sur Pluton. Et que c'est parce qu'ils ont été sur Pluton en tant que planétoïde que du coup, ils ont fait de Dispater une de leurs dignités principales. Voilà. Je dis ça, et je dis voilà, je pense que c'est ça. Là, j'ai posé une hypothèse. Oui. C'est tout. Et j'ai le droit de le faire. Mais après, est-ce que ça tient la route? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent l'appuyer? C'est Non. toujours pareil, quoi, forcément. C'est une hypothèse. Une hypothèse, c'est gratuit. Et le principe d'une hypothèse, c'est un chercheur, il démarre toujours avec une hypothèse. Il a toujours une idée, Oui. bien sûr. Et cette idée, après, on va voir s'il y a des trucs qui peuvent coller Ils ou vont pas. quoi. Et si ça colle pas, après, on entre dans un autre biais, souvent, c'est celui de la sélection des sources. Je prends un truc qui me plaît parce que ça colle avec ma théorie, et je prends pas le truc qui me dérange parce que ça va à l'encontre de ma théorie. Il y a ça Si on aussi. sélectionne les sources, évidemment, une méthodologie, puis ça devient n'importe quoi. C'est ça. Alors, les pyramides en Bretagne. Donc, Opakionat Ouais. dit que c'est dans le golfe du Morbihan en Bretagne. Ok, plus d'informations peut-être. Non, parce que en fait, c'était volontairement un peu piège. C'est-à-dire que j'ai déjà aussi entendu parler de ces pyramides en Bretagne, sauf que c'est là le problème aussi de un autre biais, du point de vue.
C'est-à-dire que moi, je ne vois pas une pyramide quand je vois ces objets, et d'autres voient une pyramide. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison et que ont tort. C'est pas ça. Je suis en train de dire que sur la même chose, on ne voit pas la même chose. Ça, c'est très intéressant. La question après, c'est d'analyser nos propres modèles. Pourquoi moi, je ne vois pas une pyramide? Pourquoi vous voyez une pyramide? Est-ce que vous avez envie de voir une pyramide? Est-ce que j'ai pas envie de voir une pyramide? Je ne vais pas apporter de réponse. C'est juste un questionnement. C'est tout simplement se remettre dans les contextes et tenter de s'émanciper un peu de nos biais possibles par rapport à tout ça. Voilà. Je ne dis pas que tu as raison ou que tu as tort, je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est pas du tout l'idée, mais moi je n'en vois pas des pyramides et toi tu les vois. Pourquoi ne voyons-nous pas la même chose? Bon, bah écoute, au Pacquiona, moi je les vois pas non plus, mais personne. Donc c'est normal, moi ça. Voilà, Mais- elle a développé, hein. Elle a Donc, développé, oui, oui. elle cite, là, en un lieu nommé les Gorées, j'ai fait la découverte d'une La curieuse Gorbezel, ouais. pyramide monolithique sous une vingtaine de mètres d'eau. Elle semble taillée dans le granit et possède 3 faces sur une base triangulaire. Les faces sont lisses, les angles sont vifs et elles sont d'inégale surface. La plus grande orientée vers l'ouest est parallèle au tombant. La base de la pierre est située par marée haute de coefficient moyen à 23 mètres de la surface. Sa hauteur est de 1,70 m, 70, pardon. La roche est rougeâtre, peut-être du granit rose ou du porphyre. Je l'ai mesuré pour en calculer le volume puis le poids. Celui-ci doit être d'environ 1,4 tonne. Une prospection au détecteur de métaux dans les alentours n'a rien donné, pas de trésor ni de métal en vue. Signé Serge Grispou. Ouais, alors Voilà. je vois l'objet en question, sauf que du coup c'est intéressant parce que ça revient sur ce qu'on disait sur le fait de voir une pyramide. On a vu qu'il y a 3 faces, je vois pas une pyramide. D'accord. En Pas tout dans cas, ma au Pacquiona, définition. merci pour ton message, hein. Non, non, mais bien sûr, c'est intéressant. C'est Et super en plus, intéressant, vraiment, ouais, c'est vrai. au sens beaucoup plus large, toute cette zone est très intéressante parce qu'on a beaucoup de ce qu'on appelait des ruines sous-marines en fait, Ah oui, qui oui. habitent dans cette zone-là et qui posent plusieurs questions. Et en fait, le vrai sujet d'intérêt avec ces hypothétiques monuments, enfin ces monuments, c'est de quand datent-ils? Pourquoi ont-ils été soit érigés à cet endroit-là? C'est-à-dire que y a-t-il eu une montée des eaux à une époque donnée qui les a mis sous l'eau? Ou inversement, y a-t-il eu un effondrement, différents éléments qui font qu'ils sont tombés sous l'eau? Donc ça pose des gros problèmes de date en fait. Parce que cette zone a été immergée de façon définitive environ 7500-8000 avant notre ère. Or, la date maximum des plus anciens mégalithes connus dans cette zone, c'est environ 5000 avant notre ère. Et ça a déjà été largement repoussé. Avant, c'était plutôt 4000, maintenant on est sur 5000. Donc du coup, ça pose des questions et c'est un sujet de recherche des plus passionnants. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, il y a une Oui. question d'Arnaud. Bonsoir, est-ce que l'Atlantide et Atlas ont un rapport? Alors, oui, 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 tout à fait, dans la construction du nom. En fait, Atlas, un personnage de la mythologie grecque, un titan, qui, après la guerre des dieux entre les Olympiens et les titans, Cronos et Zeus en gros, les titans seront condamnés soit à aller au Tartare, soit à diverses pétitions, et Atlas est l'un des titans qui sera condamné à porter la voûte céleste. Donc il est symboliquement matérialisé par une montagne, et habituellement on place le titan Atlas dans le mont Atlas, c'est-à-dire justement au Maroc, dans les montagnes de l'Atlas. Et du coup, les Grecs de cette époque ont appelé, vu qu'ils ont appelé cette montagne Atlas, c'est les Grecs qui l'ont nommé comme ça, et bien du coup, les habitants par là-bas, ils ont appelé les Atlantes. Atlas, Atlante. Du coup, par extension, ils ont appelé l'océan à côté l'Atlantique, pardon. Et puis dans la foulée, un peu plus tard, après Hérodote, Platon quand il a voulu situer l'Atlantide, eh bien, il nous a donné un nom pour le situer assez facilement, c'est-à-dire dans cette zone. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est qu'en fait, donc, les Atlantes au sens Hérodote, hein, là, pas du tout au sens Platon, au sens Hérodote, je dis bien, les Atlantes, c'est les habitants inconnus qui vivent par là-bas, mais qui ne connaissent pas. Ça n'a rien à voir avec les Atlantes de l'Atlantide de Platon, je précise. D'accord. Alors, il y a Cadric qui oui. dit Perso, l'Atlantide est un fantasme. Je rêverais qu'elle existe, mais sans trace archéologique, cette croyance reste du fantasme. Enfin, c'est mon point de vue. Ben voilà, c'est ça. Il y a tellement de théories sur les lieux hypothétiques de l'Atlantide, les Açores, la route pavée dans les Caraïbes, l'œil du Sahara, etc. Oui, notamment la route pavée des Caraïbes, c'est Bimini, c'est un monument, une anomalie archéologique ou rocheuse au choix, suivant les points de vue qui se trouvent à Bimini.
Il y a de gros débats sur la fossée de Bimini. Voilà, personne n'est d'accord. Certains archéologues disent que c'est naturel, certains d'autres qui disent que Ah c'est oui, une d'accord. construction. Voilà, je ne vais pas prendre parti, hein, ça serait complètement absurde, puisque j'ai pas de certitude sur ce sujet. Voilà, il y a des débats. C'est pareil pour Yonaguni au Japon, on n'en a pas parlé, mais C'est c'est dans le pareil même ordre. aussi, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de débats à l'heure actuelle. Est-ce un monument entièrement travaillé par l'homme? Est-ce un truc totalement naturel? Est-ce un truc naturel retravaillé par l'homme? Voilà, ça a été construit quand? Il y a 1000 ans, un effondrement de terre en 1500, il y a plein de théories. C'est très péremptoire d'apporter sur ces sujets des réponses fermées. Donc voilà, je suis d'accord avec Cadric sur un point alors, on aimerait que ça existe sur certains C'est points, mais ça, voilà, il voilà, faut rester Cadric, moi lucide, aussi je il suis faut d'accord rester avec ouvert toi. d'esprit Mm. aux données qui arriveront au fur et à mesure. Mais c'est ça. Alors, C'est il y sûr. a Iliana qui dit: est-ce que à un moment notre psychisme humain ne s'appuie pas sur la représentation populaire du mythe de l'Atlantide pour donner une forme dans notre conscience à une énergie qui n'est pas celle qu'on connaît, histoire que notre cerveau puisse traduire et comprendre? Oui, je pense que Ilana a bien résumé le sujet. Je pense que totalement, euh, toute personne qui s'intéresse à l'Atlantide de nos jours, elle est forcément prise dans cet égrégore, c'est-à-dire avec toutes les représentations qui ont été faites. Imaginez comme ça, vous lancez dans la recherche de l'Atlantide, vous allez dans une librairie, vous allez dans le rayon, vous allez pouvoir trouver des livres qui traitent du sujet, mais vous êtes livré à vous-même. Comment choisir quel bon livre? Comment prendre un truc qui va être sérieux? Mais il y Comment en a prendre un truc qui ne tellement. sera pas loufoque? C'est C'est ça. très très difficile. Objectivement, je vais prendre un exemple qui est encore plus parlant, c'est l'affaire de Rennes-le-Château, que tout le monde Ah connaît oui, oh là ici. là, oui. Il y a plein de. Quelqu'un qui demain veut s'intéresser à l'affaire de Château, commencez par quel livre? C'est terrifiant, parce que vous Ouais. avez tellement de théories dans les théories, rajoutées avec d'autres encore, que la personne lambda est complètement paumée lorsqu'elle arrive dans ces sujets, et est happée par cet égrégore, de cette image type de l'Atlantide, qui va correspondre en fait à nos envies. Parce que souvent, une personne qui s'intéresse demain à l'Atlantide, elle va adhérer à une croyance spécifique à l'Atlantide. Plutôt que s'intéresser éventuellement à une réalité quelconque, elle va dire, moi je pense que c'est ça. Et donc je vais lire des choses qui vont possiblement me confronter dans mon idée ou inversement, je vais lire des trucs pour essayer d'en savoir plus sur un point historique. Mais là déjà, il y a un processus de recherche plus établi. Souvent, on a une idée préconçue. Alors, il y a Cadric qui rajoute: le mouvement New Age a lancé pas mal de théories mystiques sur l'Atlantide. C'est un fantasme qui gonfle l'ego. Enfin, c'est mon point de vue. Je ne veux froisser personne. Oui, encore une fois, je suis totalement d'accord pour ma part, du moins avec Cadric. Voilà. Bon, pour Voilà. l'instant. Oui, voilà, d'accord, d'accord. Sur un autre point que dit Cadric sur l'ego, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il y a un côté très égotique à vouloir, par exemple, être un descendant de l'Atlantide ou être en communication avec l'Atlantide. C'est-à-dire que si, objectivement, vous ne me connaissez pas, si demain, j'arrive, je fais mon petit séminaire, mon petit stage, et dis, alors moi, je suis en contact avec les Atlantes, voilà, et voilà comment vivaient les Atlantes, voilà ce qu'ils faisaient, voici le Oui. truc, et croyez-moi sur parole. Bah là, on va t'écouter, hein. Ça, Et c'est ben, sûr aussi. non, c'est surtout que les gens vont m'écouter, mais ils auraient bien tort de le faire, parce que ça veut dire que je suis en train de Bah devenir oui, un non, mais gourou. ça, oui, je suis Ça veut d'accord dire avec que je suis en toi, train de devenir un justement. gourou, Mais et c'est je suis en train ça. de te dire, moi je sais, vous savez Hmm. pas. Et C'est alors, ça. moi qui suis une personne extrêmement bienveillante, extrêmement gentille, extrêmement pure, et surtout qui est absolument sans ego, ouais, mais moi quand même je sais, et moi je suis une descendant de Oui. l'Atlantide. Donc je pense que si quelqu'un est vraiment éveillé, j'ai horreur de ce terme, éveillé spirituellement, et qui se sent la réincarnation d'un Atlante, la première chose qu'il fera, c'est, comme le dit notre cher Eliphas Lévy, se taire. Oui. Toute personne qui commence à avoir des manifestations extérieures pour légitimer sa sagesse spirituelle, à mon sens, pliée. Toi, par exemple, Ludovic, tes croyances, enfin, dans la spiritualité, hein, sans parler Oui, du oui, monde physique, dans la bien sûr. spiritualité concernant l'Atlantide, toi, tu pencherais plutôt, enfin, quoi, au fond de toi, en fait, qu'est-ce que Ah, mais tu ressens? je pense rien du tout sur le plan spirituel atlantique, je n'utilise plus ce mot en fait. Parce que D'accord. vu que historiquement, archéologiquement, j'ai une recherche en ce domaine, Hmm. euh, en fait, on va prendre le problème un petit peu à l'envers. C'est Oui. possiblement quelles sont mes croyances et qu'est-ce que je perçois de cette hypothétique au-delà. Et c'est quoi mon jardin d'Éden à moi? En gros, c'est quoi mon Oui, paradis à voilà, moi? c'est ça. Et donc, mon paradis à moi, je vais pouvoir le représenter par d'autres choses. Par exemple, par Avalon. Par exemple, par Shambhala. Par exemple, par un terme que enfin, j'ai peut-être même pas besoin de terme à la limite pour le définir. Je vais l'appeler l'hypermonde. Je vais l'appeler ce que je veux. Je vais juste pas l'appeler D'accord. Atlantide. Parce que si je lui donne le nom d'Atlantide, je le limite à un carcan donné, Oui. qui va entrer en conflit avec ma recherche historique archéologique. Et donc, vu ma recherche historique archéologique, je vais forcément parasiter mon subconscient. Et à chaque fois que je vais m'imaginer dans l'Atlantide mystiquement, bah, tout ça va me rattraper et ça va, entre parenthèses, m'attacher au terrestre.
Donc je veux m'en Oui, libérer. Si je veux m'en libérer, je ne dois pas utiliser le mot Atlantide, ça va être une entrave. d'accord. Pour moi, j'entends. Non, mais Chacun fait je comme il comprends ce que entend. tu veux dire, puisqu'il est attaché à forcément à ce que tu expliquais concernant ou Platon ou autre, forcément, quoi. Donc c'est normal que ce soit comme ça. Alors, il y a Mais une... Ah, oui, ouais, vas-y, ok. Caro. Non, il y a une question d'Arnaud. Alors, même si on part sur la base de Platon, nous sommes quand même sur des on-dit, tout est oral. Bah, pas vraiment. C'est-à-dire que Platon, c'est des textes. C'est de textes. Alors, pour être exact, Timée Critias, il y en a un qui fait une vingtaine de lignes et l'autre, ça va être à peu près 14-20 pages dans ses eaux. Mais on est sur un texte, on est sur du matériel écrit, donc historique qu'on peut analyser. La question, c'est maintenant, c'est propre de la méthode. C'est-à-dire que est-ce que ce matériel écrit, on peut, enfin, prendre un peu la base. Quand on a une source historique, il ne s'agit pas de la prendre bêtement pour argent comptant. Il ne s'agit pas de lire littéralement et de considérer que tout est vrai. Le principe d'une source historique, quelle qu'elle soit, c'est qu'il faut, la contextualiser, comprendre le pourquoi, quel est l'objectif de cette source, de ce texte, et troisièmement, est-ce qu'on peut recouper les informations de ce texte avec d'autres éléments. Sous-entendu, prendre un exemple, c'est beaucoup plus facile avec Hérodote de le faire, parce que c'est un historien, pas un philosophe. Hérodote nous raconte des choses. Mais est-ce que le but d'Hérodote est de nous parler d'un point de vue objectif de l'Antiquité? Absolument pas. Le but d'Hérodote est de nous montrer à quel point les Grecs sont super balèzes par rapport à tout un tas d'autres curiosités dans le monde. Je caricature, hein. Mais c'est ça son but à Hérodote, c'est de montrer à quel point les Grecs sont les meilleurs. Il n'est pas du tout objectif. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que dit Hérodote. Et donc, les éléments d'Hérodote, on va les recouper avec d'autres auteurs, voir s'il y a des cohérences, et puis le matériel archéologique, comme ces fameuses murailles de Babylone, qui faisaient pas 100 pieds de haut, mais qui faisaient 10. Ou le fait, par exemple, quand il raconte pour les pyramides, construites en 20 ans avec 100 000 ouvriers, etc., c'est pour mettre la hauteur au récit. Mais est-ce qu'il faut le prendre pour argent comptant? Bien sûr que non. Eh bien, Platon, c'est pareil. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant, mais néanmoins une source historique qu'on doit analyser, critiquer, contextualiser et prendre sur tous ces aspects. Mais on a une source historique. La tradition orale de l'Atlantide, elle n'existe pas avant Platon. Avant, personne n'utilise ce mot. Ou alors, on n'a aucun élément qui nous permet de le savoir. Puisque si quelqu'un utilisait le mot Atlantide avant Platon, imaginons que ce soit le cas, eh bien le problème, c'est qu'on n'a justement pas de texte qui en parle. Donc, vu qu'on n'a pas de texte qui en parle et pas de petite statuette avec les mots gravés dessus, eh bien on est dans l'hypothèse et pas dans la théorie. Et c'est ça toute la problématique. Donc l'Atlantide mythorale, je ne suis pas d'accord. À ce stade, c'est un mythe écrit qui, par la suite, s'est déformé à l'oral. Et au début, tu disais que c'était situé, entre guillemets, au niveau du détroit de Gibraltar. Moi, j'avais entendu que c'était plutôt du côté mer du Nord, Angleterre, Danemark et tout ça. Ben, y a des gens qui disent que c'est là-bas. Mais si on Ah lit oui, Platon. donc on ne sait même... Oui, ok. Ah bah si, justement, c'est ça. C'est que si on lit Platon, il nous donne à peu près toutes les informations géographiques. Les informations géographiques que nous donne Platon. Attends, j'essaie de retrouver le passage du texte. Il m'a accordé 1 minute. Je dois avoir une petite note avec toutes préparées dans un coin. Je vais retrouver ça. Ah oui, si, je vais citer ce petit passage d'Hérodote parce qu'il est intéressant. Donc, citation d'Hérodote, livre 4, sur l'enquête. Les habitants du pays disent que c'est une colonne du ciel. Ils ont pris de cette montagne le nom d'Atlante. Là, il parle de l'Atlas. Un peu plus loin, toujours Hérodote, mais cette fois-ci livre 1, cette mer est une mer par elle-même. Elle n'a aucune communication avec l'autre, car toute la mer où naviguent les Grecs, celle qui est au-delà des colonnes d'Hercule, qu'on appelle mer Atlantique. Voilà, Atlantique, colonne d'Hercule, Gibraltar. Il y a d'autres sources, bien évidemment, ce que j'avais sous les yeux à l'instant. Alors, donc la partie géographique, je vais trouver. Ah oui, voilà. Donc, je cite Platon dans le Timée. Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé une grande et admirable puissance qui étend sa domination sur l'île entière et sur beaucoup d'autres îles et quelques parties du continent. En outre et en déca du détroit de notre côté intérieur de la Méditerranée. Ils étaient maîtres de la Libye jusqu'à l'Égypte et de l'Europe jusqu'à la Tyrrhénie. Donc ça donne quand même des sacrées indications. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour un grec du IVe siècle, Libye et Égypte, et qu'est-ce que ça veut dire pour un grec du IVe siècle, Europe et Tyrrhénie. Et tout ça, ça nous donne une cartographie assez intéressante. Oui, c'est sûr. Bon, il y a d'autres éléments, je ne vais pas tout citer, notamment sur les montagnes et des points de repère, mais on a des informations. La Tyrrhénie, très vulgairement, la Tyrrhénie, c'est une partie de l'Italie, Corse-Sardaigne, pour l'époque, la mer Tyrrhénienne. D'accord. Gibraltar, c'est Gibraltar. Et l'Europe à cette époque, en fait, l'Europe
tout ce qui est Gaule, on est encore un peu dans les terres incognita à l'époque. C'est-à-dire qu'on a une connaissance de gens là-bas, mais on n'a pas de connaissance géographique précise. Je vais prendre un exemple. Pour Hérodote, le Danube, c'est l'Ariège, la rivière. Donc vous voyez, ça pose un petit problème. Donc pour lui, le Danube, il fait toute une courbe qui va jeter jusque dans les Pyrénées. Enfin, l'inverse, c'est des Pyrénées qui partent pour aller se jeter dans la mer Noire. Donc les connaissances géographiques des Grecs se laissent à désirer pour l'époque. Donc il faut voir un peu ce qu'ils veulent dire dans les connaissances de l'époque. D'accord. Donc la mer du Nord va être compliquée quand même. C'est vrai que se baser sur les connaissances de l'époque, ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est important. C'est et puis on n'y fondamental. pense pas forcément. Ouais. C'est sûr. C'est vrai. Et puis surtout que souvent, on répète comme un mantra, oui, mais ils avaient une connaissance bien plus grande que ceux qu'on dit qu'ils avaient. Alors, c'est possible, c'est une hypothèse. Sauf que c'est une hypothèse. C'est-à-dire que ces Grecs, si prétentieux soient-ils, j'ai une passion pour les Grecs de l'Antiquité, mais il faut quand même être franc, c'était des sacrés prétentieux. Les Grecs sont avares de leurs propres connaissances. Quand ils ont des connaissances, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils en font des tartines. Donc pourquoi, diable, des Grecs auraient dissimulé la connaissance de leur époque? C'est totalement incohérent. Simplement en analyse de la pensée grecque et du mode de fonctionnement des Grecs de cette époque. Alors c'est possible. On va dire, oui, mais ésotiquement, des grands sages ont gardé des secrets. D'accord? Pourquoi dans ce cas, Platon a gardé pas le secret et a révélé les trucs? On pourrait toujours poser le problème en sens inverse. C'est sans fin. Oui. Mais on est dans le monde, on est dans le labyrinthe des hypothèses. C'est et ça, un labyrinthe d'hypothèses, ça ne mène à rien. Parce que là, tu vois, regarde Arnaud, il écrit qu'il a entendu que ça a été détruit par une comète, par exemple. C'est vrai, c'est pareil. Moi aussi, j'avais déjà entendu ça. Bon, mais c'est une hypothèse aussi, quoi. Oui, je vois un peu où sont tirées ces théories. L'idée de la comète, c'est pareil, pourquoi pas, mais Platon ne parle pas. Est-ce qu'on a un élément qui prouve qu'une comète est tombée dans une échelle de temps acceptable et sur le lieu géographique défini par Platon? Non, du moins à l'état des connaissances actuelles. Bon, voilà. Certains disent que l'explosion du volcan de Santorin aurait pu détruire l'Atlantide. Oui, voilà. C'est pareil, peut-être pas. La question, c'est plutôt, est-ce que les Minoens étaient des Atlantes? C'est pas très cohérent, c'était un peuple plutôt pacifique et pas belliqueux, donc je ne vois pas pourquoi Platon se serait intéressé à eux. Au niveau de l'éruption de Santorin, il a eu lieu sensiblement en 1600-1650 avant notre ère. Il est répertorié dans les textes égyptiens et dans d'autres de Mésopotamie, donc c'est un événement qui a été marquant. Sauf que c'est un événement qui a été marquant, mais qui n'a pas détruit ni la civilisation minoenne, ni les Égyptiens, ni les Hittites. Parce que, en fait, quand le volcan de Santorin explose, c'est certain que ceux qui habitaient à côté, ils sont morts, sans aucun doute. En revanche, les palais minoens ont survécu. Enfin, ils ont été abîmés, mais ils ont survécu. Donc la civilisation minoenne a prospéré pendant encore 400 ans après l'éruption de Santorin. Et pourtant, ils étaient juste à côté. Donc, on place ça comme la destruction de l'Atlantide, délicat quand même. Oui. Que ça a inspiré Platon pour l'idée du traumatisme, pourquoi pas, toujours pareil. Mais plus, c'est bien malin, encore une fois, celui qui pourra le prouver. Ça reste des hypothèses. Mais c'est ça, c'est de le prouver, quoi. Alors c'est ça, exactement. On va te dire, oui, mais c'est par médiumnité, c'est par ce que tu veux. Ben oui, voilà, mais va le prouver quand même, quoi. Par médiumnité, ce n'est pas recevable sur un plan historique archéologique. C'est intéressant sur un plan spirituel. C'est spirituel, voilà, oui. Exactement. Et je n'ai pas de contradiction avec ça. Moi, dans mes recherches, il m'arrive d'utiliser le spirituel en amont. Quand j'ai développé mes théories sur l'Atlantide, en amont, oui, j'ai médité, oui, j'ai fait mon contenu, oui, j'ai fait mes recherches. Mais une fois que j'ai fait ça, ils m'ont donné éventuellement des pistes de recherche. Et ces pistes de recherche, si je veux apporter quelque chose d'intéressant sur le plan de la recherche, il faut que je sois capable de mettre ceci de côté un court instant, éventuellement de m'inspirer comme point de départ, et ensuite de valider sur le terrain et avec les textes. Ouais, c'est ça. Et je peux vous assurer qu'il y a un paquet de mes médiumnités atlantes qui se sont révélées complètement inexactes. Ah ben il y en a un paquet de communications là-dessus, ça c'est sûr, oui, forcément. Ouais. Et ça ne veut pas pour autant dire que spirituellement, elles n'étaient pas intéressantes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est pareil les deux sujets. Alors, il y a une question de Cadric. Question personnelle, je n'ai pas lu les textes de Platon, mais il est fait mention du dieu Poséidon comme maître de l'Atlantide, ou c'est juste une invention? Non, c'est tout à fait vrai. Poséidon est considéré comme le principal divinité de l'Atlantide, mais ce qui est tout à fait cohérent et tout à fait logique. Pourquoi? Parce que du point de vue de Platon, il décrit cette civilisation de l'Atlantide comme une thalassocratie, c'est-à-dire comme un empire maritime. Or, quand on a un empire maritime, Poséidon est bienvenu pour être la divinité tutélaire d'un empire maritime. Un autre point qui est tout à fait intéressant, c'est toujours la mise en contexte. En réalité, la divinité tutélaire de la cité d'Athènes et de la ville de Délos, c'est la déesse Athéna.
Or, mythologiquement parlant, en fait, alors il y a un combat qui a eu lieu pour le contrôle de l'Attique, c'est-à-dire la région d'Athènes, en gros, entre Athéna et Poséidon. Finalement, c'est Athéna qui va l'emporter sur ce combat et va devenir la divinité de Athènes. Et là, on voit une autre allégorie avec le mythe de l'Atlantide, Poséidon, les Atlantes, Athéna, les Athéniens, la guerre, Athéna a gagné à la fin. En fait, on est sur un jumeau du mythe de l'Atlantide, avec le mythe du combat pour l'Attique de Athéna et Poséidon. Donc oui, Poséidon au milieu des Atlantes, du moins, c'est logique dans la pensée de Platon. D'accord. Pour l'instant, plus de questions. Alors voilà, écoute, voilà. Après, je sais pas trop si tu avais d'autres choses à rajouter, Ludovic, toi, sinon, par rapport à l'Atlantide. C'est un sujet très C'est vaste tellement vaste, quoi, c'est ça. que nous n'épuiserons pas ce Non, soir. mais c'est vrai, c'est Ce qui ça. me semble important, c'est que, évidemment, dans une émission comme ça, on ne fait que survoler. C'est-à-dire que là, j'ai surtout parlé de l'Atlantide du point de vue de Platon, mais si on prenait par exemple l'Atlantide du point de vue de Mercator au XVIIe siècle, ou si on prenait l'Atlantide du point de vue des Toscans du XVe siècle, on peut faire toute une émission sur un sujet comme ça. Oui, ça c'est sûr. Pourquoi ils ont cette vision, pourquoi ils pensent ça, pourquoi ils développent cette thématique, pourquoi elle est infondée aussi. Et en fait, chaque sujet peut ouvrir la porte à une vraie recherche. C'est ça qui est intéressant. Le mythe de l'Atlantide, aujourd'hui, c'est un millefeuille. C'est pour ça que je précise bien que le sujet duquel je parle, c'est l'Atlantide de Platon. De Platon. C'est pas les perceptions de l'Atlantide de tout le monde derrière. En tout cas, merci pour toutes les questions sur le chat parce que c'est super, voilà, c'est bien de partager. Puis comme tu le dis, Ludovic, tu as raison, on n'est pas obligé d'avoir le même avis, heureusement. On est là pour débattre aussi, discuter, c'est super intéressant, au contraire. Et voilà, quoi. Alors, si tu veux, Ludovic, je sais pas, parce que c'est tellement vaste, un jour qu'on continue, qu'on fasse une autre émission, voilà, sur ce thème, pour aller plus loin. Après, je vais t'avouer aussi assez franchement que si j'ai écrit un livre sur l'Atlantide, c'est aussi pour m'en libérer de l'Atlantide. Ah, mais je comprends, oui, parce que tu as étudié pendant des années ce sujet-là, quoi, aussi. Oui, puis je ne dis pas que je ne continuerai pas mes recherches ou que je lis ce qui sort encore sur l'Atlantide, je vois nouvelles pistes qui peuvent être intéressantes. Mais ça n'empêche qu'au global, l'Atlantide est un sujet qui n'est plus au centre de mes préoccupations, globalement. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est cette idée de libération de l'Atlantide qui est, à mon sens, important. Et ça revient un peu à ce qu'on disait, cet égrégore un petit peu pernicieux de l'Atlantide, ce monde en décadence et cette chute de civilisation qui devient notre modèle d'inspiration, me semble pas le plus légitime. Alors je préfère concentrer mon attention sur des démarches comme par exemple le mythe arthurien ou certaines. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander en ce moment. Voilà, c'est ça, le mythe arthurien. Oui, complètement. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'histoire de l'archéologie représente grosso modo un quart de mon travail en temps. Je suis beaucoup plus dans l'étude des traditions ésotériques, même si j'ai étudié aussi sur un aspect historique, hein, bien entendu. Il ne s'agit pas du tout de partir que dans des perspectives mystiques, il s'agit d'étudier sérieusement et historiquement aussi les traditions, bien sûr, mais qui occupent beaucoup plus mon temps que l'Atlantide aujourd'hui, du moins. En tout cas, on conseille ton livre aux auditeurs. Donc, par contre, si tu veux, parce que c'est le premier livre donc, que tu as écrit, comme on le disait tout à l'heure, qui parle de l'Atlantide sur les civilisations, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, le premier livre s'appelle donc Arcana, les mystères du monde, c'est le nom de la TV. Les civilisations oubliées. Voilà. Et attention, c'est un bouquin 500 pages hein, quand même. Hein. Oui, c'est pour une recherche, mais c'est bien, qui se veut un peu aboutie. Enfin, je l'espère du moins. Après, c'est comme tout, hein, tout le monde ne sera pas d'accord, mais du moins j'apporte des arguments pour défendre mes théories. Et après, on peut tout à fait en discuter, bien entendu. Voilà. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est très bien. Si les auditeurs veulent le lire. Et en plus, je le dis, parce que c'est quand même hyper rare. Je crois que tu es l'un des seuls auteurs, c'est qu'il est en audio, celui-ci, par contre. Oui, tout à fait. Ça, c'est bravo, une bonne chose. Bravo. Enfin, c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est l'éditeur, pour le coup, qui a une bonne idée. Moi, je suis très content qu'il l'ait fait, parce que ça permet quand même à plus de personnes d'avoir accès à ce livre. Si tous les éditeurs faisaient ça, ça serait vraiment génial, quoi. Parce que c'est sûr. Tu as choisi le bon, en tout cas, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est chez qui, excuse-moi, c'est quel éditeur, comme ça les éditions de l'Opportun. De l'Opportun, oui, d'accord, voilà. Éditeur basé à Paris, qui édite plusieurs amis également, donc un bon éditeur. J'ai bien aimé travailler avec eux. Puis le deuxième bouquin est aussi sorti chez eux. Oui, alors attends, le deuxième bouquin, c'est par contre sur les. Le deuxième bouquin qui est sorti là il y a 2 mois. Il n'y a pas longtemps, ouais, c'est ça. Il s'appelle donc Arcana Mundi, les rites initiatiques, histoire et symboles. Là, on est sur un livre beaucoup plus abouti que le premier,
Déjà parce qu'il touche un sujet beaucoup plus précis. C'est un texte qui est fait sous forme d'un essai historique, c'est-à-dire que je défends une théorie, je défends toute une conception du modèle initiatique, c'est-à-dire qu'en gros, je fais une étude archétypale des rites d'initiation dans l'histoire, que ce soit des rites chamaniques, que ce soit de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, du bouddhisme ésotérique ou autre. Donc c'est une étude anthropologique et historique de ce sujet pour tenter de comprendre le mécanisme de l'initiation dans les cultures et pourquoi les gens le font, dans quel objectif, comment ça fonctionne, ou du moins comment c'est censé fonctionner en théorie, et dresser l'archétype central de ce processus initiatique. C'est intéressant, ça c'est bien. Donc, pour ceux que ça intéresse, hein, l'idée du livre, c'est pas de faire un catalogue de rites, hein, pas du tout. Non, c'est pas le but. Non, mais quand même. Enfin non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce que j'ai fait. L'idée, c'est que, en revanche, on est obligé de prendre des modèles. Alors, du coup, je prends plusieurs modèles en exemple pour pouvoir dresser les comparaisons et les différences. Alors, on étudie les rites initiatiques de la franc-maçonnerie précisément, en détail, on décortique du vaudou haïtien, du Shingon, donc le bouddhisme ésotérique du Japon, et du martinisme aussi principalement. C'est les principaux rites qui sont étudiés, du moins ceux qui sont autopsiés, on va dire, dans le livre. D'accord. T'as fait les Rosicruciens ou non? Parce que moi je suis à fond là-dedans. Alors, je parle des Rosicruciens longuement dans le livre, mais je ne prends pas leur rite initiatique en exemple, tout simplement pour des raisons très très simples. C'est qu'il va être quasi jumeau du rite martiniste, et que je trouvais le rite martiniste le plus intéressant à mettre en exemple, puisque on a des sources qui nous le montrent au XVIIIe siècle, et je ne voulais pas que des rites qu'on puisse dater du XXe siècle. Et le rite rosicrucien, je ne pouvais le dater que du XXe siècle avec les sources à disposition. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup. Sur ta chaîne YouTube aussi, pour les auditeurs que ça intéresse. Donc, Arcana, les mystères du monde. Après, alors j'ai vu que tu avais fait des podcasts parce qu'ils sont sur Spotify. J'ai écouté ça aujourd'hui, justement. Alors, je me suis demandé, est-ce que les podcasts que tu as mis sur Spotify ils sont aussi sur ta chaîne YouTube? C'est en double ou non? Par contre, ça, je sais. Oui, c'est en double. En fait, les podcasts, c'est les émissions de la chaîne YouTube qui sortent un an après en audio. D'accord. Donc il y a un décalage d'un an. Mais je les sors en podcast au bout d'une année. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont en voiture, il y a des gens que. C'est sympa ça. Possiblement le support plus radio podcast leur convient. Donc voilà, au bout d'un an, je poste des émissions sur un podcast. Ah oui, ça se fait automatiquement. C'est super sympa en tout cas, moi je trouve, sur les plateformes comme ça, voilà. Donc, il y a un public, je pense que c'est important aujourd'hui d'être un peu partout, sur tous les supports pour celui qui convient à chaque auditeur, quoi. C'est comme ce qu'on fait avec les podcasts radio, c'est bien sûr, partout, ça passe, hein, les gens écoutent dans la voiture ou au boulot même, c'est bien, ils bossent en nous écoutant, c'est sympa. Ouais, c'est ça, puis pour les trajets, c'est quand même mieux, parce que sinon ils sont tentés de regarder l'écran, c'est pas forcément... Oui, c'est ça, exactement. Donc, puis moi j'écoute moi-même beaucoup de choses en audio, même quand c'est sur YouTube. Aussi. Du coup, je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est bien. En tout cas, vraiment, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, pour l'émission. Non, mais merci à vous deux pour l'invitation. C'était un plaisir de me replonger dans ce merci. Ça m'a fait plaisir. Avec grand plaisir. Et puis bon, encore une fois, faut pas laisser la magie s'éteindre pour les gens qui nous écoutent ce soir. On peut rêver sur l'Atlantide. On a le droit, c'est pas interdit. Il n'y a personne qui a le droit de vous enlever vos rêves. C'est juste arriver simplement à les compartimenter. Arriver à accepter l'idée que vos rêves vous appartiennent. Ils sont réels, peut-être sur votre plan spirituel. Mais la recherche historique et archéologique, elle répond à des règles, à des méthodes, à des sources, à des données qu'on peut analyser. Et elle nous conduit à des endroits. Après, le rêve, il n'appartient qu'à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Il vous porte où vous voulez aussi. D'accord, oui, mais c'est vrai. C'est sûr, ça. Joli mot de la fin. C'est quand tu veux pour une autre émission, bien sûr, pour un autre thème, hein, évidemment. Nous verrons au gré du temps ce qui se décide. Ça va, on fait comme ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Écoutez de la musique 24 heures sur 24 sur la radio du Lotus.